Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission maintenant va se consacrer au budget de la France, aux déclarations de notre Premier ministre et finalement à la situation générale. J'aurais préféré mettre cette émission avant celle de la semaine dernière, mais elles n'ont pas été enregistrées finalement dans l'ordre dans lequel j'aurais souhaité qu'elles soient enregistrées. Ça n'est pas grave. J'ai globalement les chiffres en tête par rapport à la semaine dernière, même si ça n'a aucun lien avec ce que l'on va voir aujourd'hui. Ici, le but, alors ça va pas être, encore une fois, je veux quand même le préciser, mais l'objectif de mes émissions, c'est pas la critique, c'est même pas l'analyse. C'est déjà, ne serait-ce que l'idée de peut-être agir et réfléchir différemment de ce qu'on a l'habitude de faire et de se poser la question de qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie par rapport à la situation et qu'est-ce que je pourrais changer. Parce que la réalité, elle est toute simple, elle est que on peut être d'accord ou pas d'accord avec la situation de la France, ça c'est une réalité, même si ça ne te plaît pas. On a des chiffres de dette et des chiffres généraux qui sont globalement catastrophiques, on est le pays le plus imposé du monde, etc. On pourrait en parler pendant des heures. En attendant, ça fait un certain temps que c'est comme ça et on est aussi obligé de reconnaître qu'ils arrivent à faire durer la situation. Et au final, peu importe ce que tu crois, et ce que je crois d'ailleurs moi aussi, le but de ces émissions, c'est de voir ce qui s'est passé en Grèce, et c'est un petit peu le travail que j'ai exécuté dans les précédents podcasts, de voir maintenant ce que va faire la France en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, qui, je le répète quand même, est très proche de mon point de vue de celle de la Grèce, et au final, tant bien même, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que toi tu fais ? Parce qu'au final, grec ou pas grec, français ou pas français, dette ou pas dette, remboursement ou défaut, peu importe. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu as fait pour te prémunir de tout ça ? Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de t'aider, de réfléchir sur tes finances, de réfléchir sur ta situation et d'avancer. Le reste, on s'en fiche. La vérité, c'est qu'on est tous seuls face à nos comptes, face à nos décisions et qu'est-ce qu'on met en place de différent par rapport à la fois d'avant ? Parce qu'on a tous fait des erreurs financières. Le but, encore une fois, c'est pas de chercher à les éviter. C'est simplement d'agir différemment pour essayer d'obtenir un résultat différent ou de celui qu'on a eu la fois d'avant dont on n'est peut-être pas content en fait. Pas plus, pas moins. Donc, normalement, et j'espère, tu as écouté l'allocution de notre Premier ministre qui nous a parlé de ses jours de congé, etc. On va en parler, t'inquiète pas, dans cette émission. J'ai pris une émission de base pour avoir, on va dire, une matière de fond sur laquelle travailler. Et on va discuter avec, bien évidemment, ce que nous allons écouter, plus ce que moi je vais te dire, plus tes réflexions à toi personnelles, dans une direction qui a pour objectif de te faire passer à l'action. Et en parlant d'action, le 11 octobre à Montpellier, il y a mon séminaire. Il reste quelques places avec le code promotionnel DRSA2. Si ça ne marche plus, tu mets juste le chiffre 3. Chaque lettre n'est que la première lettre de mon livre « Devenir riche sans argent ». Bon, tu sais comment ça s'écrit, donc tu mets chaque première lettre de ce livre, DRSA, tu mets le chiffre 2, tu mets le chiffre 3, réserve ta place, c'est à Montpellier pour la journée du 11 octobre et on va pouvoir échanger sur l'investissement. Tu as énormément d'intervenants qui vivent de leurs investissements. Tu vas sur le site internet immobilier-compagnie.com et je te laisse apprécier la situation et j'espère te retrouver le 11 octobre à Montpellier. Bref, sur immobiliercompagnie.com, il y a toutes les ressources que je propose, les livres, les formations, les coachings. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver et on peut attaquer l'émission. Patrick Magnéto. Le secret a été bien gardé jusqu'à la dernière seconde. En plein été, François Bayrou révèle son budget 2026 qui sera soumis au Parlement à la rentrée. C'est notre moment de vérité. Tout le monde devra participer à l'effort. Face à l'ampleur de l'enjeu, il est illusoire de penser qu'une catégorie ou une autre puisse seule porter le fardeau. Réduction du train de vie de l'État, baisse de certaines dépenses de santé, gel des prestations sociales, une contribution dite de solidarité pour les plus hauts revenus ou encore suppression de 2 jours fériés. Le Premier ministre dit vouloir administrer un traitement de choc à la France, autrement dit, résorber le déficit. Son objectif est clair et chiffré. Au moins 43,8 milliards d'euros à économiser, une équation difficile à résoudre, d'autant qu'il a promis de ne pas augmenter les impôts et que le président Macron ne lui facilite pas la tâche
marche en annonçant de nouveaux crédits pour la défense. Et jamais à ce point, la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Le budget des armées en 2017 était de 32 milliards d'euros. S'ajoutera à la loi de programmation militaire actuelle un effort de 3,5 milliards d'euros en 2026 et de 3 milliards d'euros supplémentaires l'année suivante. Discuté à la rentrée, le projet de loi de finances s'annonce à haut risque pour le gouvernement. Certains députés ont déjà prévu de le faire capoter. À partir du moment où M. Bayrou inscrit sa politique dans la droite ligne de ce qui a été fait depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Évidemment qu'à la rentrée, nous déposerons une nouvelle motion de censure. Alors, près de 44 milliards d'euros à trouver pour boucler le budget. L'objectif est-il tenable ? Qui doit payer ? Avec ce plan, le gouvernement Bayrou peut-il passer l'automne ? Introduction un peu longue, mais résumé parfait de la situation avec quelques détails que je suis bien obligé de venir, préciser parce que je trouve que c'est mal amené. On dirait déjà que c'est le gouvernement qui veut faire 44 milliards d'euros d'économie. En réalité, c'est pas du tout ça. Ils n'ont pas le choix. On leur impose. Et c'est bien d'ailleurs le fond du problème à mon sens. D'eux-mêmes, ils auraient dû, à mon avis, depuis très longtemps rectifier le tir. Mais la réalité, c'est que, et c'est le deuxième élément que je veux aussi amener, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tu en veux peut-être aux dirigeants en place, tu en veux peut-être aux hommes politiques en place. Ils ont leur part de responsabilité. Je ne vais pas chercher à les dédouaner de leur comportement. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas en train de payer leur choix actuel. On est en train de payer 50 ans d'ingérence totale et de non-suivi de nos finances. D'ailleurs, j'aimerais te poser quelques questions, des questions à la fois rhétoriques et réelles. Il y a des gens qui crient au complot, il y a des gens qui crient au scandale. Peu importe de quel bord tu te situes, est-ce que tu réalises qu'à un moment donné, tenir aussi longtemps avec une ingérence aussi prononcée, indépendamment du fait que ça tient du miracle, parce que moi je me dis qu'à un moment donné, le réveil va être violent et c'est une réalité, je pense que malgré tout, on est en droit de se demander comment des hommes politiques, des dirigeants, ont pu se succéder sans ne jamais s'interroger, finalement, sur leur comportement complètement, j'ai envie de dire, déraisonnable. Et comment, finalement, à la succession les uns des autres, en prenant le poste, personne ne s'est jamais dit « faudrait peut-être voir de lever le pied ». Alors, il y a plein de paradoxes dans ce qui est en train de se passer. On a désarmé l'armée, on l'a complètement vidé de sa substance et on a mené une politique. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est quand même Chirac qui a été le premier à taper sur les armées en supprimant le service militaire pour finalement nous désarmer, pour finalement se rendre compte que nous ne sommes plus du tout en mesure de nous défendre. Alors, le fait est que, et là, je vais faire appel à ma mémoire, mais je veux que tu saches que j'ai fait des recherches sur le corps militaire français. J'ai voulu un peu savoir, il y a quelques temps de ça, je fais des recherches sur la situation de la France. Et les chiffres font peur. Pour te donner une idée, on va partir de la situation de la France en 2025. Il y a 200 000 militaires actifs, 41 450 réservistes et 62 350 civils. Plus à cela, tu ajoutes hors du pays déployés 21 500 militaires en opération extérieure. Barkhane, Chamahal. Bon, ça pour ceux qui connaissent. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, dans un premier temps, c'est de faire une comparaison avec les années 90, qui est le pic historique militaire de la France. En 1990, nous avions 500 000 militaires. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'en 30 ans, on a perdu 2,5 fois la totalité de nos troupes et donc de notre capacité de défense. On a, pour que tu aies à peu près globalement une notion de ce qu'on possède actuellement, on a 200 chars Leclerc, alors qu'initialement on en avait 406, on en a perdu la moitié, beaucoup qui ont été retirés pour des raisons de modernisme, etc. On a environ 2000 véhicules blindés, 100 Caesar, donc ça c'est des obusiers automoteurs, je ne sais pas si tu sais ce que c'est de l'artillerie globalement. On a une centaine d'avions de combat. Sur les 234 commandés, on parle bien sûr du Rafale, on a un porte-avions, toujours le même, le Charles de Gaulle, 3 FREMM et 4 sous-marins nucléaires. La dissuasion nucléaire, c'est 290 frappes
de têtes nucléaires de différentes sortes, missiles M51 et ACMPA. Et pour l'autonomie, je vais arriver, logistique, la capacité limitée à tenir, on va dire, un conflit, d'accord, à seulement quelques mois en haute intensité. Ça veut dire que là, au moment où on parle, notre situation, elle est très simple. On nous attaque, on a une ligne de front à tenir, on va tenir quelques mois. La réalité, c'est entre 2 et 4 mois. Je ne devrais pas te le dire, mais je le sais. Et peut-être plus, peut-être moins. Mais encore une fois, si on est sur une ligne de front à haute intensité, ça ira pas loin. L'armée, elle est clairement par terre. Donc c'est un paradoxe parce que c'est très bien présenté. On a d'un côté une nécessité à baisser les budgets et de l'autre côté, on a un réel problème. Mais là où ça commence à faire peur, c'est si tu regardes les chiffres globaux et que tu les opposes à d'autres pays. Si tu prends la totalité des armées européennes, on arrive à 1,470 millions de militaires actifs. Bon, je ne vais pas te faire le détail, mais je t'invite à regarder, tu verras, c'est énorme. Sachant que c'est une armée désordonnée, il faut quand même le comprendre. Hein. Ce n'est pas une armée qui va fonctionner de concert. On est plutôt sur une armée avec des langues différentes et qui, à mon sens, serait bien peu efficace. Donc, au global, 2000 chars, en mettant tout en commun en Europe, 1000 pièces d'artillerie et un stock de munitions qui nous permet de tenir 90 jours de guerre à haute intensité. Il faut bien que tu notes les chiffres, c'est incroyable. Si on oppose à l'armée russe, juste l'armée russe, une armée coordonnée, même langage, 1,5 million de militaires actifs. Mais on sait qu'ils vont monter à 2,380 millions de militaires actifs. C'est incroyable. Derrière, on a des conscrits qui peuvent être recrutés pour 160 000. Et ensuite, il y a des comptes qu'il faudrait faire à aujourd'hui, au moment où je parle, parce qu'il y a eu des pertes en Ukraine relativement importantes. Donc, les chiffres que je te donne sont quand même à modérer, mais bon, voilà. À ça, il faut que tu ajoutes derrière le matériel. 1550 chars, 5500 véhicules d'artillerie, des drones de forte production qui permettent des frappes sur le terrain. Il y a 6000 têtes nucléaires, rien que en Russie. Et donc, juste pour que tu te rendes compte, aujourd'hui, on estime qu'ils peuvent attaquer les pays de l'OTAN sur des délais relativement longs, largement supérieurs aux nôtres. On n'a pas de date, mais ils peuvent tenir une guerre de longue haleine. On va parler maintenant rapidement des États-Unis. On a une armée qui fait 1,328 millions de militaires, 800 000 réservistes et il y a 280 000 militaires déployés au niveau des pays hors Amérique, c'est-à-dire qui sont sur le terrain. Excuse-moi. Tu as 2500 chars, 13 000 avions de combat, des F-35, des B-21, 11 porte-avions, 70 sous-marins nucléaires. Il y a un budget de 895 milliards de dollars qui sont alloués à l'armée. Une dissuasion nucléaire de 5500 têtes et une capacité à intervenir massivement partout dans le monde. En réalité, la France, militairement parlant, on est à genoux. Donc, il y a un vrai problème et tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a un budget à tenir, mais il y a une armée à réarmer. Et c'est un vrai problème. Et qu'est-ce que tu ferais, toi, à la place du gouvernement ? Parce que rends-toi compte, au moment où on parle, on a, la France, une capacité de défense qui n'excède pas quelques semaines, voire quelques mois. L'Europe, c'est guère mieux, alors que la Russie et les États-Unis, non seulement ont une capacité colossale par rapport à la nôtre, mais en plus, ils ont une industrie de défense qui est scalable. C'est-à-dire qu'ils produisent en masse. D'ailleurs, le hasard de la vie fait que je suis allé à Norfolk, là où il y a une énorme base militaire américaine où ils construisent des bateaux. Je pense que même pas tu imagines de quoi on est en train de parler. C'est des bateaux colossaux. J'ai visité un des anciens destroyers de la Seconde Guerre mondiale. Je suis même certain qu'ils peuvent le remettre en marche s'ils veulent. Il est OK, il a encore tout l'équipement à l'intérieur. Alors, ils ont enlevé des trucs parce qu'aujourd'hui, c'est un musée, mais je suis sûr qu'ils remettent les trucs et ça repart, tu vois. Donc, je suis certain que nous, on a des pièces, et notamment pareil, je passe souvent devant la base militaire de Garon où on voit des avions, des tanks, à mon avis, qui ont été totalement vidés, alors que je suppute que les Américains ont eu l'intelligence de conserver tout ce qui était fonctionnel et de se préparer éventuellement à le remettre en marche. Et ce qui fait que, à mon humble avis, on n'imagine pas la capacité dont sont dotés les pays comme la Russie ou l'Amérique pour faire la guerre. Et nous, à côté,
on est des micro-puces. Mais ce n'est pas mon sujet, la guerre. Je t'ai donné les grands chiffres. Moi, mon sujet, c'est l'argent. Et en fait, c'est un vrai problème. Parce que si tu n'as personne pour défendre tes frontières, il n'y a plus d'argent qui existe. Parce que demain, si on est envahi, en fait, l'euro ne va plus exister. On va avoir le rouble ou le dollar américain. Alors, il y en a qui vont me dire que ça serait peut-être préférable. Peut-être. Ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On a un problème de budget et on a d'un côté un gouvernement qui va essayer de récupérer, de réduire, d'arriver à économiser 44 milliards. De l'autre côté, on a un besoin de dépenses militaires qui est réel et qui est nécessaire. Et en toute transparence, je vais te dire ce que je pense. Moi, je suis pour qu'on se réarme. Alors, il faut voir comment on le fait de manière intelligente, dans la mesure où, encore une fois, il n'y a pas d'augmentation d'impôts pour aller chercher, bien évidemment, cet argent. Et c'est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, au demeurant, au moment où je fais cette émission, si demain, la Russie se met en colère et ils viennent, en fait, ils viennent, quoi. Ils sont là. Il n'y aura pas beaucoup de résistance pour pénétrer les frontières de notre pays. Donc, la réalité, c'est qu'on est dans une situation très particulière où, en plus de tout ça, maintenant s'ajoute, ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, les 50 années d'ingérence financière de la France, qui nous ont mis dans une situation catastrophique. Et à cela s'ajoute la problématique d'un corps politique qui semble ne pas vouloir voir le problème. Alors comment et pourquoi, ça m'échappe totalement. Alors certains, encore une fois, vont dire que c'est le complot, d'autres vont dire qu'ils sont incompétents. Moi, je vais être honnête, il y a un élément qui m'échappe. Je me dis, comment on peut croire que ça durera éternellement ? Je m'interroge. Parce que, oui, c'est peut-être un complot, oui, c'est peut-être des idiots, mais dans les deux cas, il y a un moment donné où si tu rentres 100 € et que tous les mois tu en dépenses 10 000, tu vois bien que ça ne peut pas durer éternellement. Il y a, pour moi, une partie mystérieuse de cette situation que je n'explique pas et pour laquelle je ne vois pas d'explication rationnelle qui me convienne si je me prends le temps de me poser là-dessus. Alors bien évidemment, il faut comprendre que le mécanisme d'un État très différent de celui d'un foyer, très différent de celui d'une société. Les États ont cette capacité à s'endetter et à ne pas avoir forcément l'équilibre. Et ça, c'est dur à comprendre pour nous et c'est encore un autre problème. Mais au demeurant, avec les émissions que j'ai fait précédemment sur la Grèce, tu vois bien qu'on est en train d'arriver à une situation complètement intenable et que de mon point de vue, les mesurettes, parce que ce sont des mesurettes qui ont été décidées par le gouvernement, ne vont même pas chercher à résorber, à inverser la tendance, mais simplement à essayer d'arrêter l'hémorragie. Je veux dire, si demain tu as une maladie, tu es malade, tu es gravement malade. Si je te dis, voilà, il y a 2 médicaments, voilà, le premier, il est bleu et le deuxième, il est rouge. Si tu prends le bleu, en fait, ça va simplement ralentir la maladie. Si tu prends le rouge, ça va être très 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 difficile, ça va être très compliqué, mais tu peux guérir. Lequel tu prends ? Alors voilà, après, il n'y a pas de jugement à avoir, hein, bien évidemment. On a des dirigeants, ces dirigeants prennent des décisions. Eux, ils ont choisi de prendre le médicament qui fait le moins mal. Ils ont choisi, on va dire, d'enrayer, d'arrêter la maladie pour un certain temps. Sauf que la maladie, tu en meurs. Hein, j'ai oublié de le préciser, mais tu l'as compris, hein, tu finis par mourir. Alors tu pourras me rétorquer que dans tous les cas, on meurt. Hein, à la fin de la vie, on meurt tous. D'une manière ou d'une autre, on va tous mourir. Maintenant, la question, c'est quand même comment on meurt. Alors, on n'a pas de manière de le savoir, tu vois. Mais enfin, c'est pas si simple. C'est pas si simple et moi, je pense que ça mérite réflexion. Aujourd'hui, pour moi, on est dans une situation où on devrait prendre le médicament radical qui va nous faire changer complètement du tout au tout parce que je pense personnellement que le mur, ça fait très mal, surtout quand tu rentres dans le mur à pleine vitesse. Et je pense qu'on est en train de rentrer dans le mur à pleine vitesse, mais c'est encore une fois mon opinion. Le vrai problème, c'est que nos dirigeants ne semblent pas être de la même opinion que moi et que nous. Ils ont choisi de simplement ralentir la cadence, sauf que, comme tu l'as entendu, il y en a certains qui commencent déjà à parler d'une censure, il y en a plein qui sont contre les mesures qui sont proposées par le gouvernement, sauf que si ce gouvernement saute, comme je le répète depuis plusieurs émissions, on va avoir une note qui va être dégradée, on va perdre nos investisseurs et on va faire exactement comme la Grèce. Alors, il y en a certains qui sont pour, il y en a qui disent, eh bien, on devrait faire comme la Grèce, comme ça au moins on prendrait le mur et on n'en parlerait plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est réellement bon pour nous, je n'ai pas cette réponse.
Moi, ce que je sais, c'est que je préférerais éviter malgré tout de faire comme la Grèce. Et je sais aussi que je n'ai pas pris le temps d'écouter cette émission, mais cette émission est un débat auquel je vais porter ma voix, c'est-à-dire qu'on va écouter ce débat entre plusieurs personnes qui vont donner leur avis sur la situation et on va voir finalement comment toute cette affaire pourrait se terminer en fonction de plusieurs avis croisés sur le même sujet. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense qu'il faut arrêter à un moment donné d'avoir un jugement sur ce qui se passe dans notre pays. En tout cas, essayer au maximum d'arrêter de juger ce qui se passe et ce qui ne se passe pas d'ailleurs dans notre pays et s'intéresser plus en profondeur à ce que toi tu peux faire. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour te protéger de tout ça? Parce qu'en réalité, la situation elle est très simple. Au bout du bout, et comme tu l'as vu avec l'émission sur la Grèce, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui allons payer. Donc la question, ça n'est pas finalement quelle bonne ou mauvaise décision prennent nos dirigeants. La question c'est qu'est-ce qu'on fait pour payer le moins possible. Je suis désolé, mais comme les intérêts de l'État, et d'ailleurs, donc je ne sais pas si dans cette émission, il va y avoir plus d'élocution sur Bayrou, je vais prendre le temps de parler un peu de son allocution. Il a quand même dit qu'on allait devoir tous payer, tous nous allons devoir participer. Bien évidemment, dans ce pays, nous n'allons pas participer à la même échelle parce qu'il n'y a d'égal dans le pays que l'égalité écrite sur les valeurs que protège soi-disant la France. Alors en fait, elle ne les protège pas. À mon avis, elle les a soit oubliées, soit mal comprises, soit les deux. Parce qu'en réalité, ils vont prendre plus à ceux qui gagnent bien leur vie et rien à ceux qui ne gagnent pas. Cette situation, pour moi, est aussi intenable, mais ce n'est pas grave. C'est toujours la ligne de conduite qu'ils adoptent et qu'ils veulent conserver. C'est leur choix, c'est comme ça. Mais la réalité, c'est que entre ce qu'il dit que l'on mesure, les fameux 2 jours fériés qu'il veut supprimer, et tout ce qu'il dit que l'on ne mesure pas, parce qu'il a employé plein de termes, donc on va faire des économies, on ne va pas renouveler les fonctionnaires qui partent à la retraite. Il a eu plein de mots comme ça, où il a posé une volonté d'action sur des sujets, mais sans ne jamais être précis ni sur les chiffres, ni sur quoi que ce soit. Donc au final, de mon point de vue, en fait, on a juste quelqu'un qui est venu nous expliquer qu'il avait pris conscience de la situation, qu'il allait essayer de faire quelque chose, mais quoi, on ne le sait pas vraiment, à part supprimer 2 jours fériés, ce qui nous fait tous doucement rigoler, puisque au final, tu seras d'accord avec moi, ce n'est pas 2 jours fériés en plus ou en moins qui vont résorber une dette de 3500 000 milliards de dollars ou d'euros d'encours. Enfin bref, ça fait rire, c'est risible, je ne sais pas, j'ai un peu de mal à, encore une fois, comme je l'ai dit, en tout cas personnellement, à comprendre comment la réponse à la taille de ce problème puisse être finalement aussi peu engagée. Voilà, ce sont des gens peu engagés et qui formulent des réponses peu engagées. Et ça me pose un problème. Alors peut-être que j'interprète mal leur volonté. Peut-être qu'en réalité, c'est le maximum de leur implication qui est donné dans leur allocution et dans leur volonté de proposer un budget qui finisse à l'équilibre. Peut-être que pour eux, c'est normal de dépenser plus que ce qu'ils ne gagnent. Après tout, quand tu regardes leur patrimoine respectif, il n'y en a pas beaucoup qui sont riches. Donc, de toute façon, ne t'en déplaise, beaucoup de Français vont te dire « Ah oui, mais ils cachent l'argent, etc. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. » J'ai des doutes. Peut-être qu'en réalité, on est une nation de dépensiers chroniques et que nous n'avons que ce que nous méritons. Et au final, la théorie qui consiste à dire « Les Français ont beaucoup d'épargne », ça n'est qu'une théorie. Je ne sais pas. J'émets des doutes sur la situation parce qu'elle me paraît ubuesque. Et les réactions que j'observe ne correspondent en rien, encore une fois, à la taille du problème que nous devons affronter. Donc pour moi, il n'y a pas 36 scénarios qui se dessinent. Soit ça va continuer tel que c'est là, parce qu'en réalité, on ne s'en rend pas compte, mais on a énormément de ressources et nos ressources vont nous permettre de prolonger encore la fête, et tant mieux. Et ça va continuer encore pendant 10, 15, 20 ans. Ça finira par péricliter, mais ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas le moment. Soit ça va péricliter plus vite que ce que je peux croire et imaginer, parce qu'on est dans une exponentielle et que finalement il reste très peu de jours avant que ça se vautre complètement et on sera tous surpris parce qu'on va se prendre une grosse tarte dans la figure et parce qu'au final, on ne l'a pas vu venir. Soit il y a un troisième et dernier scénario, en fait il n'y a pas de problème. Et on se monte les bourrichons pour rien. Oui, je sais, c'est hallucinant, mais c'est comme ça. Et comme on fait partie des pays de tête de l'Europe, eh bien, il y a une pirouette qui va nous sauver et, ma foi, tant mieux. Ça sera reparti comme en 40. On verra.
Maintenant, on va écouter le débat. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie. Et le chiffre du jour? Oui, ce chiffre, c'est le pourcentage du déficit public qui s'élève à 5,8% du PIB pour l'année 2024. Et le Premier ministre l'a promis avec ces mesures. Le gouvernement pense le ramener, ce déficit, à 5,4% pour l'année 2025 et à 4,6% à la fin de 2026. Anne de Guigné, en quoi ces chiffres sont-ils si inquiétants? En quoi c'est si grave? On parle même de dérapage. Est-ce que c'est le bon terme? Ils sont inquiétants, vous avez raison. En soi, 5,8, il n'y a pas de raison de se faire Oui. peur. Pourquoi pas 3 ou 10? Non, ils sont Exactement. inquiétants parce que nous sommes dans une zone monétaire qui est la zone euro. Et la France se distingue, c'est le déficit le plus important dans la zone euro. Et donc, à force de se différencier des autres, de nos voisins qui partagent la même monnaie, de pas suivre la même trajectoire budgétaire, on est menacé à un moment donné ou l'autre. Déjà, nos voisins, on voit bien le ton. En ce moment, il y a beaucoup d'autres tensions en Europe entre Donald Trump et la Russie, donc c'est pas tout à fait en ce moment la priorité. Mais la France devient vraiment... Vous savez, longtemps, on était dans l'équipe du milieu, et maintenant, c'est le cancre de l'Europe sur les finances publiques. Alors justement, ce que vous dites va être illustré tout de suite là, par une carte qu'on va regarder, une carte européenne. Vous allez voir, donc, apparaît donc, les pays en rouge. C'est là où, véritablement, il y a des déficits publics vraiment importants. Et ceux en vert, les quelques ceux en vert, c'est là où il y a des excédents, justement. Et parmi eux, on trouve... La Grèce, qui aurait pensé ça il y a encore quelques années? C'était en 2015, la crise grecque. Alors François Gerold, est-ce que finalement c'est un scénario à la grecque comme on a connu qui attend la France maintenant? Non, je pense que c'est très excessif, effectivement. Ah oui. La comparaison a été faite, mais la grande différence, c'est que la France, au global, ne vit pas au-dessus de ses moyens. C'est l'État qui vit au-dessus de ses moyens, mais l'épargne des ménages compense largement la dégradation du déficit public. En Grèce, ce qu'on avait vu, c'était que la Grèce empruntait beaucoup auprès de l'étranger. Aujourd'hui, la Banque de France vient de sortir ses chiffres pour 2024. La balance courante de la France est à l'équilibre, à peu près, ce qui veut dire qu'en fait, la France ne vit pas au-dessus de ses moyens. Mais François Bayrou, par exemple, elle a cité en exemple, la Grèce, il a dit, c'est aussi peut-être ce qui nous attend. Oui, je sais bien, mais je trouve qu'il a un discours peut-être un petit peu trop alarmiste. Il a dit aussi que la France était en danger mortel. Il a beaucoup d'images comme ça qui sont très frappantes. Je pense que c'est un petit peu excessif. C'est excellent. Et en fait, pour moi, là, ce qui vient de se passer sur ce plateau, c'est exactement la situation de la France. C'est-à-dire qu'on a donc, à mon avis, le peuple qu'on pourrait apparenté à la personne qui donne le chiffre de moins 5,8% concernant la France. On a les observateurs qui pourraient être apparentés aux présentateurs qui disent « Attendez, mais regardez, quand on regarde l'Europe, la France, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Finlande, tous ces pays sont dans le rouge. Mais la France, c'est le pire de tous. Tous les autres sont dans le vert. La Belgique aussi d'ailleurs, pardon, je l'ai oublié celle-là. Les autres sont tous dans le vert. La Suède, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas. Alors attends, je ne vais pas te dire de bêtises, j'ai un problème de lecture. La République tchèque, ah oui, c'est pour ça. L'Autriche, la Slovénie, la Croatie, le Portugal, la Grèce, la Bulgarie. Tous les autres pays sont dans le vert. Mais la France, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne et la Finlande, eux, ils sont dans le rouge total. Et là, excellent, il y en a une qui dit on est les cancres de l'Europe, il faut redresser la barre, c'est pas continuer comme ça. Et l'autre qui dit mais non les gars, il n'y a pas de problème. En vendant tous les actifs et en prenant l'argent des épargnants, gros silence malaisant. J'adore. Comment quelqu'un peut oser dire ça en fait? C'est pas ton fric, bordel. C'est pas ton argent. En fait, j'aimerais que tous les épargnants retirent le pognon en fait. Ça serait tellement bon. D'ailleurs, ça serait, à mon avis, la révolte silencieuse la plus efficace du monde. Ça serait un coup d'une violence terrible pour l'État et ça pourrait mettre à mal le pays entier en un claquement de doigts. On le ferait tous en même temps, ils le vivraient extrêmement mal. D'ailleurs, petite idée comme ça, tu vois, tout le monde mettrait son argent sur des exchanges de crypto, ça ferait une grosse douleur à la France. Parce que là, d'un coup, la France, elle ne serait plus du tout dans la même position. Mais bref, c'est une idée, je dirais, d'une violence extrême qui, à mon avis, pourrait poser beaucoup de problèmes tant elle fait froid dans le dos à ceux qui
Imagine seulement si ça pouvait arriver. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent très bien que si ça arrive, ça mettrait à mal le pays entier et je pense qu'on traverserait une crise dont on n'imagine pas l'ampleur. Bref, moi ici, ce que je veux dire, c'est que toi, tu es au milieu de tout ça en fait. De toute façon, les deux idées sont irréalistes. Oui, je sais, c'est peut-être pas ce que tu t'attends à entendre, mais dans les deux cas, c'est complètement irréaliste. Tu le sais, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 50 ans qu'on est dirigé par des gens qui dépensent tout le pognon. La totalité du pognon est dépensée par ces gens-là. Ça fait 50 ans que ça dure. Comment et pourquoi voudrais-tu que ça s'arrête? Réfléchis une seconde, tu sais très bien que ça n'arrivera pas et ça n'arrivera jamais. Ça restera comme ça, ils ne changeront pas parce que c'est dans leur ADN. Moi en tout cas, je n'ai aucun espoir sur un changement éventuel. De l'autre côté du spectre, on te parle de prendre ton argent sur les comptes. La réalité, c'est qu'ils ne le feront pas. Parce que de la même manière que de mon point de vue, il est peu probable qu'ils changent leur comportement dépensier, ils savent très bien qu'en prenant l'argent des épargnants, ils vont créer sur la France, sur le pays, quelque chose qui sera irrémédiable. Ils vont perdre la confiance des investisseurs, ils vont perdre la confiance des touristes. Ça revient à se couper les jambes. Donc de mon opinion, les deux scénarios sont à exclure. Bien évidemment, je n'ai pas la réponse. Peut-être que ces scénarios vont arriver. J'en sais rien. Mais de mon point de vue, aucun des deux scénarios présents sur le plateau ne peut se réaliser pour la simple et bonne raison qu'à date, ils me paraissent irréalistes. Par contre, le scénario de la Grèce avec une dévaluation me paraît plus probable. C'est un scénario récurrent sur les États qui sont en difficulté. La question, c'est quand? Et la réponse, on ne le sait pas parce que ce que tu viens d'entendre sur les retraites, si c'est la manière de compter de nos dirigeants et si c'est la manière d'aborder le questionnement de l'endettement d'un État par les agences de notation, par les investisseurs, eh bien là encore, je suis au regret de te le dire qu'en réalité, le scénario le plus probable, c'est que ça dure encore comme ça pendant quelques années. Parce que la France, elle a des ressources, n'en déplaise à certains, et que ces ressources vont lui permettre de faire face à la situation. Alors peut-être que je me trompe, mais personnellement, je parie sur un scénario où on a encore au moins devant nous une dizaine d'années, certes avec une dégradation du pays qui va s'empirer. Alors tu vas peut-être me dire, ah oui mais tu as vu déjà la situation, c'est déjà très grave, peut-être, mais pour moi on a encore de la marge et pour moi ça peut encore durer 10 ans. Ce qui veut dire que de mon point de vue et aussi du tien, tu as 10 ans pour faire des choses, 10 ans pour t'organiser. Ça veut dire quoi? Ne pas avoir d'épargne sur ses comptes, avoir des placements solides, avoir ou se construire une porte de sortie en cas de problème. Là, je viens de te donner une liste de pays: Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Irlande, République tchèque, Autriche, Slovénie, Croatie, Grèce, Bulgarie, Portugal, qui sont des pays qui ne se comportent pas comme la France. Tu peux envisager peut-être de t'ouvrir une porte dans ces pays européens. Si pour toi, c'est trop compliqué de quitter l'espace Schengen, eh bien, oriente-toi vers des pays de l'espace Schengen qui n'ont pas les mêmes comportements financiers que la France. Donc, tu proscris tous les pays que je ne t'ai pas cités. Donc, tu ne vas pas en France, tu ne vas pas en Italie, tu ne vas pas en Espagne, tu ne vas pas en Roumanie, tu ne vas pas en Hongrie, tu ne vas pas en Slovaquie, tu ne vas pas en Pologne, tu ne vas pas en Finlande. Tu vas dans tous les autres pays. Et en plus de tout ça, eh bien, tu commences à préparer cette porte de sortie, une activité annexe qui te permet d'avoir une forme de liberté au cas où, si un jour il y a un défaut, tu ne sois pas contraint de rester sur un territoire qui vivrait un scénario catastrophe comme la Grèce l'a vécu. De toute façon, un élément qui a été aussi précisé que je trouve très intéressant, peut-être, et il est fort probable que Bayrou travaille pour le prochain président, et il est fort probable que l'enjeu des prochaines présidentielles, ce soit des changements économiques profonds dans un but de relance et dans un but aussi de changer cette situation. Donc, de mon point de vue, je ne vois pas pourquoi nous ne tiendrions pas jusqu'aux prochaines présidentielles et je ne vois pas pourquoi les prochaines présidentielles ne permettraient pas de relancer la machine vers une pente plus douce, de meilleur augure pour l'économie générale de la France. En réalité, tu ne sais pas ce qui va se passer, je ne le sais pas non plus. Le pays peut faire faillite, il peut ne pas faire faillite, il peut se redresser, il peut ne pas se redresser. Toi, tu dois agir aujourd'hui
pour te permettre de ne pas rester dans une impasse quoi qu'il arrive. Et donc, le meilleur scénario, c'est de te créer une porte de sortie dans un pays, soit de l'Europe, soit hors de l'espace Schengen, premièrement, et aussi de gérer différemment ton épargne et tes finances pour ne pas subir l'éventuelle possibilité qui malheureusement revient de plus en plus sur le tapis, qui consisterait à prendre ton épargne. Encore une fois, je te le précise, mais mon livre « Survivre à une crise financière », tu tapes « crise financière » sur Amazon, c'est juste une pépite qui t'aide à réfléchir à tout ça en allant plus loin sur les sujets tels qu'on vient de les aborder. Oui. Et donc l'objectif, vous le disiez, vous parliez de ce 3%. Pourquoi pas 3, 10, etc. Ce 3%, Monsieur Rameau, c'est l'objectif de l'Europe. Est-ce qu'il est, en tout cas imposé, exigé par l'Union européenne? Est-ce qu'il est atteignable et comment il s'explique ce chiffre de 3%? Ce chiffre de 3%, il était inscrit dans les traités. On l'a même durci, puisqu'on a rajouté, suite à la crise de 2008, un chiffre de 0,5% de déficit structurel, c'est normal. Bon, bref. Mais comment dire, que le déficit soit important aujourd'hui, je pense qu'on sera tous d'accord, qu'il faille le réduire. Bon, surtout vu le contexte actuel. La question qui se pose, c'est d'où ça vient. C'est d'où ça vient. Moi, de mon point de vue, quand on regarde les dépenses publiques en pourcentage du PIB, elles sont à peu près du même montant en 2024 qu'elles l'étaient en 2017, au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et donc, ce qui a été fait, si vous voulez, par là, on solde les comptes aujourd'hui. Non seulement les comptes publics, mais les comptes de politique économique. Mais donc 3% en 2029, annoncé par François Bayrou, c'est atteignable, c'est accessible? Tout dépend de la trajectoire qu'on prend. Comment dire? Mais pour revenir, si vous voulez, ce qui a été fait, on a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, principalement aux entreprises. Il faut savoir que les actions, l'écrasante majorité des actions sont détenues par il n'y a rien de plus inégalitaire que les détentions d'actions, par les 1% les plus riches. Donc voilà. Et donc ce qui explique le déficit actuel, c'est cette politique dite de l'offre, qui est une politique au service du grand capital, pour utiliser un vieux langage, et ça a échoué. Alors, les riches se sont accaparés tout l'argent. Les méchants riches. Tu ouvres la porte, ils sont derrière. Le méchant riche. Tu montes dans ta voiture, il est dessous. Il récupère les sous qui tombent. Excuse-moi, c'est nerveux. En fait, le discours pourrait être audible s'il n'était pas ridicule. Et j'en suis vraiment navré de parler comme ça. J'ai pas envie d'attaquer une idéologie plus qu'une autre. Mais la réalité, c'est que c'est l'inverse en fait. C'est le modèle communiste de la France qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, il faut quand même savoir que tu payes plus d'impôts en France qu'en Chine. La Chine, qui est le dernier pays communiste au monde. Donc, dernier point, et qui n'est pas du tout une croyance ou quoi que ce soit, il y a très peu de communisme dans le monde. Je crois que j'ai dit une bêtise, c'est pas vraiment la Chine, je crois qu'il y a encore le Venezuela, et encore je suis même pas sûr. J'ai pas envie de dire de bêtises, et je vais pas faire de recherche là-dessus. Simplement, si le communisme marchait, ça se saurait. Et tous les pays seraient communistes. Or, aujourd'hui, on constate quoi? Et tu peux faire... Alors, j'ai pas fait de recherche sur cette partie, mais tu peux les faire si tu as envie. J'ai déjà fait plusieurs fois ces recherches, donc je les connais. On constate que l'ensemble des pays du monde ont dû baisser leur fiscalité pour des raisons évidentes de compétitivité. Et aujourd'hui, on est le pays le plus taxé du monde. Et en réalité, quand j'entends ce genre de discours dans le pays le plus taxé du monde, ça ne peut pas fonctionner en fait. C'est cette personne qui, en réalité, avance des croyances sans argumentaire malheureusement et qui n'a pas de théorie à appuyer. Parce que quand on parle que seul 1% des gens détiennent des actions, ça n'est absolument pas vrai. Tout le monde peut acheter des actions. En réalité d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le succès du PEA qui, de toi à moi, n'est absolument pas justifié. Le PEA pour moi c'est un mauvais outil d'investissement, mais c'est déjà un très bon outil d'investissement. On va pas... Voilà, j'ai pas envie de critiquer, c'est pas le propos de cette vidéo. Il vaut mieux avoir un PEA qu'avoir le discours de cette personne. Il vaut mieux essayer d'investir en bourse avec ses propres capacités qu'avoir le discours de cette personne. Il vaut mieux gérer son budget et dégager une somme pour pouvoir investir en bourse qu'avoir le discours de cette personne. La tristesse de ce discours, elle réside même pas dans la croyance. À la limite, je pourrais même respecter quelqu'un qui a envie d'y croire. Qu'il y croit, c'est son problème, c'est sa, finalement, comment dirais-je, fatalité à lui qu'il se crée lui-même. Ce qui est dérangeant dans le discours, c'est qu'en fait, ça ferme toutes les portes. Ça sous-entend que si tu n'es pas riche, tu ne peux pas investir. Or, aujourd'hui, tu as des actions à 100 € qui te rapportent de l'argent. En fait, il te suffit d'en accumuler suffisamment pour pouvoir t'émanciper financièrement, devenir libre.
Donc en réalité, ça n'est qu'une question de volonté et de stratégie, bien plus que quoi que ce soit d'autre. Et dans un pays où, sur la plus haute tranche d'impôt, on te ponctionne à quasiment 80% TVA inclus, qu'est-ce qu'il y a de normal? Qu'est-ce qu'il veut de plus en fait? Où est le raisonnement derrière? Et en fait, bon, tu sais déjà en fait, on sait tous, je pense que tout le monde a conscience des mesures qu'il faut prendre en France. Il suffit simplement de baisser les impôts. Aujourd'hui, malheureusement, continuer d'augmenter les impôts, c'est simplement faire en sorte que le pays continue de s'asphyxier. On a perdu toute innovation, on a perdu toute volonté de faire travailler les gens, et je les comprends. Parce qu'en réalité, travailler dans un pays où en fait, finalement, on te prend 80% de ta richesse, quel est l'intérêt? D'ailleurs, la seule question qu'il faut poser à ces personnes, c'est « Avez-vous des enfants ?» La réponse est oui ou non. Déjà, c'est très révélateur, hein, sans aucun jugement de ma part, mais on peut ne pas avoir d'enfants, mais le fait d'en avoir va déjà te donner un comportement et une manière de penser différente parce que les enfants, ça t'oblige à changer ta vie. Hein, donc, ça oblige des changements et donc, du coup, les personnes pensent différemment. Mais bref, il faut demander aux gens. Et d'ailleurs, parce que tu vois, le plateau tel qu'il est réparti dans cette émission, tu as 2 personnes, on va dire, qui vont avoir une tendance à vouloir taxer plus et une seule personne qui veut taxer moins. Et c'est très représentatif de la France. Voilà, pour moi, c'est exactement ça. C'est 2 personnes sur 3 qui sont pour toujours plus d'impôts. Et une personne sur 3 qui comprend qu'il y a un problème. Mais en réalité, la réponse et surtout, je devrais dire, la solution se cristallise et se règle qu'avec une seule question. Première question, avez-vous des enfants? Oui, non. On va partir du principe que les gens répondent oui. Très bien. Est-ce que vous leur dites qu'il faut bien travailler à l'école ou est-ce qu'il faut leur dire de mal travailler à l'école? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? De bien travailler à l'école ou de mal travailler à l'école? Et si les gens sont normaux, ils vont te dire, moi je dis à mes enfants de bien travailler à l'école. Et là tu réponds, pourquoi vous leur dites ça? Puisque de toute façon, 80% de ce qu'ils vont faire seront pris par l'État. Donc, quel est le meilleur avenir que vous pouvez leur souhaiter? C'est d'être fonctionnaire. Donc, autant qu'ils ne travaillent pas à l'école, qu'ils passent le concours de la fonction publique et qu'ils soient fonctionnaires. À quoi ça sert d'être intelligent dans un pays où 70%, allez, 60%, parce que réellement, on va enlever la TVA, mais 60% de la valeur est drainée par l'État. Donc, il faut travailler dans l'État, en fait, si tu veux avoir de la valeur. Donc, à quoi ça sert de bien travailler à l'école? Je te pose la question. Alors, on va voir justement, vous parliez tout à l'heure de 2017, on va remonter encore plus loin, on va remonter à 2007. Figurez-vous, grâce à notre placard archive, à l'époque, l'hôtel de Matignon a pour locataire François Fillon, un Premier ministre qui, pour expliquer sa volonté de serrer les cordons de la bourse, ne va pas faire dans la légère métaphore. Devant les agriculteurs corses qui lui réclamaient de nouvelles aides, François Fillon n'avait pas mâché ses mots. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Quelques heures plus tard, à la mairie d'Ajaccio, il rectifiait le tir. Il faut utiliser des images, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, pour faire comprendre à des agriculteurs qui demandaient toujours plus à l'État. Je leur ai dit, au fond, que si la France était une entreprise, si c'était un ménage, elle serait en état de cessation de paiement. C'était une image un peu forte. Oui, mais il faut des images fortes parfois pour que les choses soient comprises. Donc, je trouve ça très intéressant, ce retour en arrière. J'ai pas répondu tout à l'heure parce que je me suis égaré un peu parce que la fin avec les actions et tout, ça m'a rendu un peu fou, excuse-moi. Je ne me suis pas exprimé donc sur les fameux 3% qui sont une conséquence de la crise financière. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, Jean-François Fillon avait déjà évoqué une situation similaire à celle que nous sommes en train de vivre, sans savoir qu'il y allait y avoir la crise de 2008, dont d'ailleurs tu ignores sans doute que nous ne nous sommes jamais réellement remis, puisque nous n'avons jamais réatteint les mêmes niveaux de production. Et d'ailleurs, il ignorait aussi à cette époque que nous étions rentrés dans une phase de décroissance, ce qui est aussi à préciser, parce qu'en réalité, la France subit un ensemble de problèmes structurels et l'ensemble de ces problèmes structurels crée l'énorme problème auquel nous sommes confrontés. Et en réalité, c'est un petit peu les montagnes russes pour nos dirigeants et surtout, c'est un peu un paradoxe parce que ce qui était possible de faire en 2007 ne l'est plus aujourd'hui, ce qui était possible de faire en 2008 ne l'est plus aujourd'hui, etc., etc. Et à chaque fois qu'on avance, on avance vers, effectivement, et je dois le dire, une zone d'ombre, un inconnu, une catastrophe dont personne, et je dis bien personne, n'a conscience et n'a idée de comment ça pourrait se passer. Et effectivement, comme le présentateur va le dire, pourquoi on ne pourrait pas continuer comme ça? Finalement, ça fait tellement longtemps que c'est comme ça, pourquoi ne pourrait-on pas
continuer comme ça? Eh bien, tout simplement parce qu'à un moment donné, on va se retrouver à court d'argent. Et ça, c'est une réalité que tu as vue dans les précédentes émissions avec la Grèce et qui est une réalité qui nous pend au nez. Donc moi, encore une fois, je ne suis pas catastrophique dans mon propos. J'essaye de t'ouvrir les yeux et surtout, je t'alerte sur le fait que tu dois, dès aujourd'hui, préparer les choses. Ça n'est pas grave. En réalité, ce que toi, tu dois retenir de tout ça, voilà, ok, c'est la situation dans laquelle on est. Comme je l'ai dit depuis le début de cette émission, ça peut encore durer 10 ans, voire 15 ans. C'est très bien. Tu sais pourquoi? Parce que ça te laisse le temps de t'organiser. En réalité, ce que toi, tu vas réfléchir et ce sur quoi tu vas agir, du coup, en conséquence de la réflexion, c'est par exemple, demain, tout s'effondre, on supprime ta retraite, on supprime tes aides au logement, on supprime les avantages fiscaux auxquels tu as le droit. Bref, tu te retrouves avec une perte conséquente et évaluable immédiatement. Même on dévalue par exemple, on dévalue. Quelles sont les solutions qui s'offrent à toi? Quelles sont pour toi, premièrement, les priorités sur lesquelles tu veux être rassuré? Et deuxièmement, quelles sont les solutions qui s'offrent à toi? Donc je vais mettre des mots sur ce que je suis en train de dire pour qu'on soit bien clair. Par exemple, quelles sont tes priorités? Il y a beaucoup de gens qui vont répondre à cette question en disant par exemple, ça serait bien que je n'ai plus de crédit sur ma maison. Effectivement, c'est une très bonne réponse. Pourtant, tu sais que Dieu sait que je ne suis pas un fervent admirateur de la résidence principale aujourd'hui. Je peux comprendre qu'on ait une résidence principale quand elle est maîtrisée, calculée et qu'elle est posée là d'une manière intelligente financièrement, qu'elle n'enraye pas un processus d'enrichissement. Mais je ne suis pas très motivé dans la mesure où très souvent ça n'est pas fait de cette manière-là. Les gens ne savent pas comment faire, ils achètent n'importe comment au maximum de leur capacité et ils sont étonnés après que ça ne fonctionne pas. Donc prenons des chiffres. Imaginons que tu gagnes 2000 € par mois, que ta résidence principale elle représente 700 ou 800 € par mois de crédit et que tu subisses une dévaluation de tes revenus, que tu passes de 2000 € à 1100 € et que tu te retrouves avec 800 € de crédit par mois. Tu vois bien que ta résidence principale, c'est un problème et que malheureusement, la dette pour toi, elle ne sera pas déportée. Par contre, le salaire pour toi, il sera réduit. Autre question, autre solution. Est-ce que ce n'est pas plus intelligent comme moi d'avoir un loyer? Moi, aujourd'hui, mon loyer, il est de temps. Demain, tout est dévalué. Je déménage et je prends un loyer moins cher. Eh oui, c'est là que tu vois que la flexibilité, ça peut avoir des bons côtés. Et par contre, dans mon système, mes revenus ne baissent pas puisque je n'ai aucun revenu qui dépende de l'État. Par contre, à contrario, dans mon système, il y a des défauts comme partout. Peut-être que je ne pourrais pas vendre certains de mes biens parce que du coup, comme il y a une dévaluation, mes biens valent moins cher et je peux me retrouver avec des biens dont la valeur est inférieure au montant du crédit. Et pareil, des locataires qui ne peuvent plus payer parce que leurs revenus ont baissé et du coup, je dois baisser mes loyers. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de solution miracle. Ce qui compte avec cette émission, c'est que déjà tu y réfléchisses. Tu sois en mesure de te dire, ok, avec tout ce que je vois avec Nicolas dans ces émissions, il y a effectivement un problème qui se profile à l'horizon. Il n'est pas encore là, mais dans quelle configuration je pourrais mieux m'en sortir? Quelle solution qui s'offre à moi est la mieux adaptée par rapport au style de vie que je veux avoir? On passe maintenant au deuxième point. Quelles sont les options que je vais avoir si tout ça se passe? Est-ce que par exemple, comme je fais que te le répéter depuis le début de cette émission, j'ai pensé à commencer à investir dans un pays dans lequel peut-être je vais pouvoir aller immigrer parce que je ne resterai pas si tout se casse la figure ici? Par exemple, est-ce que j'ai des économies ou de l'argent investi, plutôt la deuxième solution s'il te plaît, dans une autre devise que l'euro? Parce que malheureusement, si l'euro venait à avoir un problème, je suis exposé qu'à une seule monnaie. Et je vais te dire quelque chose, je sais à quel point c'est difficile. Il y a beaucoup d'experts qui parlent de ça, mais en réalité, ça n'est pas une démarche très compliquée. C'est juste commencer déjà à essayer d'ouvrir un compte en banque dans une banque qui ne soit pas en Europe. Tu peux aller en Suisse, tu peux aller dans des pays limitrophes si tu n'es pas à l'aise avec les pays trop loin. Mais essaye au moins de manipuler une deuxième devise, ne serait-ce que pour être plus à l'aise avec les transferts internationaux, voir comment ça fonctionne. De la même manière, si tu te retrouves confronté à un problème qui t'oblige à partir, ce sera plus simple pour toi. Donc, travaille tes options, travaille tes solutions en France et trouve des solutions qui correspondent à ton style de vie et des options qui correspondent à celles que tu veux avoir s'il y a un problème. Le reste,
comme on ne peut pas le savoir de toute façon, on ne s'en préoccupe pas. Voilà, alors ça c'était en 2007, Anne de Guigné. C'est exactement la question que je vous posais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait François Bayrou a utilisé à peu près, d'ailleurs les mêmes images sur la famille, sur l'entreprise. Bref, en fait déjà en 2007 on nous disait qu'il y avait un déficit, ça continue aujourd'hui. Pourquoi pas continuer finalement comme là-dessus ? Oui, c'est vrai, c'est la difficulté du discours, c'est qu'on l'a beaucoup répété, même déjà Giscard d'Estaing, c'était les premières années où il y a du déficit, il était tétanisé par ça, et donc c'est ça que les Français entendent depuis des années, c'est très grave, et puis tout continue. Mais en fait, on est un peu dans le symptôme, vous savez, de la grenouille dans l'eau qui monte, et on ne le ressent pas. Mais le problème des crises moi je ne crois pas du tout en effet à tout d'un coup, à fait que la France puisse tout d'un coup ne plus rembourser ses créanciers. Mais par contre, l'accident de crédit peut arriver. Et le principe d'un accident de crédit, ça veut dire tout simplement, un jour la machine s'emballe et vous payez, vous savez, Bercy, tous les 15 jours, émet de la dette. On demande aux créanciers de nous prêter, donc émet des obligations. Et tout d'un coup, en fait, simplement, ça peut devenir nettement plus cher. Et là, vous rentrez dans un mécanisme très compliqué où, évidemment, il faut revoir le budget, faire un correctif. Et ça, c'est vrai qu'on ne sait pas par nature, il n'y a jamais de signe avant-coureur. Et donc, évidemment, plus on se rapproche du mur, plus la probabilité est forte. Mais peut-être, juste, si je peux répondre, ajouter une nuance à ce que disait Christophe Rameau, sur les, évidemment, déficits, il y a d'un côté dépenses et recettes. Mais quand même, moi j'ai regardé depuis 2017, les dépenses ont augmenté publiques de 500 milliards d'euros et les recettes ont augmenté, dans toutes dépenses publiques confondues, et les recettes beaucoup moins, de 300. Donc on ne peut pas dire, c'est un peu facile de dire que c'est qu'un sujet de recettes. Son explication est très claire, mais il faut ajouter un élément qu'elle ne prend pas en compte, c'est qu'en fait nos obligations sont achetées en fonction de la qualité qu'elles représentent pour les investisseurs. Et en fait, quand tu vas voir des fonds de pension, quand tu vas voir des gros institutionnels qui ont énormément d'actifs sous gestion et qui ont donc de l'argent à prêter à des États parce qu'ils sont garantis du coup d'avoir de l'argent sur le rendement qu'ils garantissent finalement à leurs clients, il faut comprendre que ces gens-là, ils valident en fait un placement au travers de la qualité de ce dernier. Et ce que, en fait, il n'est pas précisé ici et qui mériterait d'être précisé, c'est que si toi demain je te propose un placement et que tu gères 1 milliard, on va prendre ce chiffre, tu vois, que moi je te demande 300 millions pour refinancer ma dette, puis je suis un pays parmi tant d'autres. Tu vas regarder, tu vas commencer par trier tes options au travers des notations que tu vas avoir en fonction des États. Première étape. Et puis deuxième étape, tu vas te plonger dans les chiffres. Et c'est intéressant parce que peu importe qui a raison sur les chiffres, mais regarde, déjà il y a un désaccord. Et même moi je serais sur place, je poserais la question, je dirais, et le hors bilan monsieur, vous y pensez ? Parce qu'en fait, ça c'est pareil. C'est un sujet tabou, personne n'en parle. Elle n'a même pas évoqué le sujet et tu verras, personne n'en parle jamais. Pourtant, il y a du hors-bilan. Et là, un analyste qui va prendre la France, imagine que malheureusement, et je le répéterai jamais assez, je suis apolitique, je m'en fous en fait. Vraiment, c'est pas bien, je le sais, mais c'est comme ça. Ne m'intéresse pas, qu'est-ce que tu veux, on ne se refera pas. Mais imagine, la note est dégradée. Donc déjà, dans le tas, par exemple dans ton tas à toi, qui est gestionnaire de fonds, tu as 1 milliard, on va changer de pile en fait. On va aller vers les piles des pays plus risqués. Alors souvent on dit investissement risqué, rapport intéressant, tu vois. C'est pas le cas là. Là, on est sur du prêt de la dette, on est sur un rendement PPR où en fait tu es sûr d'être payé parce que c'est de l'impôt qui est collecté. Sauf que la problématique qu'il y a derrière, c'est que non seulement on va commencer à rentrer dans les classes d'actifs de moins bonne qualité, mais en plus quand on va se pencher sur l'analyse de nos chiffres, et les analystes, crois-moi, c'est leur métier, ils sont capables de faire la différence, ils vont se dire, attends, mais ça ne fonctionne plus. Le niveau de recettes par rapport aux dépenses n'est plus du tout en équilibre, premier problème. Et en réalité, ce premier problème qui est un léger déséquilibre, alors plus léger à ce stade, mais on va partir d'un léger déséquilibre, crée une problématique dans l'économie puisqu'il y a tellement d'impôts que l'économie, en fait, en elle-même, ne se déploie pas. Elle ne peut pas produire à l'échelle de sa capacité parce qu'elle est gangrénée par la part d'imposition qui est prise. Et c'est normal, je le répète, mais dans un pays où c'est l'État qui capte toute la valeur, si tu veux avoir de l'argent, il faut travailler avec l'État puisque c'est lui qui redistribue l'argent. C'est une évidence, c'est QFD. Donc ça veut dire qu'en fait, et tu le valideras avec moi, regarde les sociétés qui gagnent vraiment de l'argent dans ce pays. Pourquoi toutes les grosses entreprises que tu peux voir dans les régions, etc., c'est des entreprises de travaux publics à ton avis? Parce qu'en réalité, les travaux publics captent la valeur de l'argent public qui est redistribué par nos hommes politiques. Et c'est intéressant parce que malgré tout,
la doctrine de ce pays continue à produire des gens qui sont convaincus que ce sont les riches le problème. Mais effectivement, il y a une partie des riches de la France qui sont issus de la fiscalité de la France, qui sont un problème, mais qui n'est qu'un enfant de la fiscalité. Parce que l'État redistribue son argent au copinage qui est retrouvé dans tous les groupements que tu connais, etc. Et on arrange un tel, on arrange un tel. Et ben voilà, il y a beaucoup de gens qui le pensent. Et ça crée après, je pense, des mauvaises analyses. On va voir le débat, mais j'ai une petite idée de quelle tournure il va prendre. Parce qu'en réalité, c'est plus facile de dire que c'est la faute des riches parce qu'on trouve ça anormal qu'il y ait autant de richesses concentrées que peut-être de se dire que en fait, les gens qui nous dirigent sont des incompétents et qu'il faudrait changer de modèle pour espérer avoir un résultat différent. Maintenant, et je veux le reconnaître à la fin de ce passage, c'est clairement inconfortable, difficile et sûrement compliqué de changer de modèle. J'ai pas de problème à le dire. Parce que là, moi, je suis assis derrière mon fauteuil, c'est une critique hyper facile à formuler. Mais imagine une seconde si réellement il y avait quelqu'un qui avait le courage d'entreprendre, de tout reprendre de zéro. Est-ce que tu imagines le délire, le nombre de personnes qui se mettraient à dos, la violence du truc, je vais oser le dire aussi, mais la solitude de la personne. Parce que pour arriver à transformer en profondeur tout un système qui, de prime abord, de mon point de vue, est quand même partiellement vérolé, tu sais que tu vas trahir énormément de monde et que tu vas être d'une solitude extrême. J'ai le courage de le dire, mais je pense même que tu risques l'assassinat. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui dépendent de tout ça que c'est assez facile de comprendre que, comme toute structure, qu'elle soit humaine ou pas d'ailleurs, personne ne veut mourir. Même un État, il ne veut pas mourir. Donc en réalité, je ne suis pas certain qu'il existe une personne en capacité de mener une pareille entreprise. Donc je ne suis pas en train de te dire que c'est une fatalité et que rien ne changera jamais. Je pense que le malheur de cette affaire, si tu y réfléchis vraiment, c'est qu'il n'y a qu'une faillite complète du système qui pourra rebooter le système. Et encore, j'ai de gros doutes parce que si on partait sur un scénario comme celui-là, il y a de grandes chances que les personnes à la tête de l'État reprennent les rênes et s'arrangent pour, tout en proposant quelque chose qui semble être différent, réussissent à se reconstruire quelque chose de discrètement similaire, si tu vois ce que j'essaye de sous-entendre. Donc, moi personnellement, j'ai de gros doutes sur la capacité à ce que tout ça change et évolue. En tout cas, pas de la manière dont on aimerait et on souhaiterait le voir évoluer. Et je pense que ta meilleure option, c'est t'occuper de toi et de ne pas perdre ton temps avec tout ça en fait. Moi déjà, ici, j'essaye de partager avec toi des réflexions qui valent ce qu'elles valent. Bien évidemment, j'en ai totalement conscience. Je suis loin d'avoir la science infuse. Mais je pense que c'est complètement irréaliste d'attendre. En fait, l'attente est le choix le plus idiot qui existe dans cette situation. Pour moi, la seule chose que tu puisses faire, c'est investir ton argent, créer des options et prendre la tangente d'une de ces options que tu vas créer. Ça ne veut pas dire te barrer de France, on est bien d'accord. Ça veut simplement dire te créer un revenu qui ne soit plus dépendant de l'État, te créer une solution qui te permette de conserver ton style de vie en France ou ailleurs, c'est toi qui décides, mais en tout cas de construire au travers d'une capacité que tu développes en investissant, un modèle qui pour toi te permettra de coexister avec un État qui, à mon humble avis, ne changera pas. Mais ça reste que mon avis. On va continuer à débattre. Allez. Exactement. Je voulais vous parler des solutions maintenant qui ont été émises cet après-midi, en fin de journée là, par le Premier ministre, et notamment l'année blanche. Monsieur Gérolf, l'année blanche, ce serait donc geler l'inflation. Hein. Si je comprends bien, c'est-à-dire de ne pas revaloriser les allocations familiales, la prime d'activité, le RSA ou même les retraites. C'est la solution la plus efficace? C'est ce qui peut marcher tout de suite, maintenant? En tout cas, ça rapporte de l'argent, ça rapporte de l'ordre de 5 milliards pour 5 milliards. Voilà. Et si on ajoute le fait de geler le barème de l'impôt sur le revenu, ça rajoute aussi 2 milliards. Donc ça va récupérer de l'argent plutôt sur les plus pauvres, on va dire, les plus précaires, et puis les retraités. Et puis, ça va prendre de l'argent aussi à ceux qui payent de l'impôt sur le revenu et d'autres qui vont éventuellement rentrer dans le barème de l'impôt sur le revenu. Mais sur ça, on ne sait pas encore. Hein, si... Le problème, Christophe Rameau, c'est que ça peut aussi attaquer la consommation. Bien sûr. Comment dire, pour rebondir un peu sur parler, un Premier ministre, il est porteur de l'intérêt général, comme un gouvernement. Et sur la question de la dette,
quand on a un Premier ministre qui dit « mais ça fait 50 ans qu'il y a toujours un déficit », mais moi, ce que j'ai envie de lui répondre, mais vous savez, durant les 30 Glorieuses, pendant 50 ans, les entreprises, elles avaient tous les ans un déficit, un besoin de financement. À la fin de chaque année, elles avaient un déficit. Et c'était très bien. C'était très bien, ça veut dire qu'elles investissaient. Et donc, voilà, quand une entreprise investit, puisqu'elle a de profit, eh bien, elle avait chaque année, les entreprises, chaque année, sans exception, 49, fin des années 80, déficit. Depuis quelques années, vous savez quoi? L'année dernière, les entreprises ont eu un excédent. Waouh, champagne! Mais non, c'est une catastrophe. L'investissement privé des entreprises, qui devait rebondir grâce à la politique de l'offre, eh bien, en fait, il baisse. Donc, quand je dis les déficits et la dette, c'est comme du chocolat, il faut d'abord faire de la pédagogie. Les déficits et les dettes, c'est une merveilleuse invention de l'humanité. Attention, il peut y avoir des excès de chocolat, et là, les déficits, ils sont trop importants, mais c'est lié aux cadeaux fiscaux. Pour ça, vous vouliez réagir, je voyais. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser un déficit, c'est forcément mal. Il faut quand même recadrer de quoi on parle. Voilà, est-ce que l'ensemble de l'économie, effectivement, n'est pas en déficit? Nous ne sommes pas la Grèce, nous ne sommes pas au bord de la faillite. La question, c'est est-ce qu'il est utile d'avoir une politique d'austérité ou de restriction budgétaire très forte en prévention d'une crise future? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre, en fait? Et ça, je pense que c'est une question un petit peu ouverte. Pardonne-moi, je ris de bon cœur. Je vais pas, bon voilà, je fais des recherches. Je vais juste ici te raconter une petite histoire. Ça va être très court, t'inquiète pas. Il y a quelques années de ça, je me suis vraiment accroché très fort avec un proche de la famille que j'adore. En plus, je m'entends très bien avec lui. Il ne supportait pas parler avec moi parce que pendant qu'il me parle, pendant qu'il débat, moi je cherche sur mon téléphone en fait, tu vois. Je tape ce qu'il me dit et je vérifie les informations qu'on me donne. Donc bien évidemment, pendant qu'il a dit ça, j'ai fait mes recherches, tu imagines bien, c'est le sujet de ces émissions. Et donc, pendant les 30 Glorieuses, qui je te rappelle datent de 1945 à 1975, la majorité des entreprises n'étaient pas en déficit. Au contraire, cette période a été marquée par une forte croissance économique exceptionnelle, une hausse de la productivité et des profits soutenus pour le plus grand nombre, la majorité des entreprises. Il faut savoir que c'est aussi une époque durant laquelle les impôts étaient extrêmement bas et que nous avions quasiment un plein emploi et une modernisation des outils de production qui était en plein boom. Et donc, effectivement, le seul truc qui est vrai, un réinvestissement permanent dans les nouvelles technologies pour suivre, finalement, la croissance qui était là. Donc, en réalité, il vient de dire totalement n'importe quoi à l'antenne et personne ne lui répond. Donc moi déjà, par exemple, si on m'invitait sur un plateau télé, je refuserais d'y aller sans téléphone puisque bien évidemment, tout le monde peut affirmer des choses et dire n'importe quoi. C'est strictement n'importe quoi, ça n'est pas sourcé. Il raconte n'importe quoi et en plus, c'est d'autant plus n'importe quoi qu'en plus, il compare des entreprises à des États, ce qui est totalement une hérésie. Une entreprise a un besoin de rentabilité, sinon elle ne peut pas emprunter. Et un État n'a aucun problème à être en déficit parce que ça veut dire qu'il investit. Mais encore une fois, si tant est qu'ils maintiennent un équilibre dont l'Union européenne a fixé les règles pour éviter un effondrement économique comme ont connu les États-Unis et comme connaissent souvent les États-Unis. Mais là encore, il y a des leçons à tirer des Américains, malheureusement, j'ai envie de dire. Parce que ce qu'on oublie aussi de te dire, c'est qu'un bon reset, parfois ça fait du bien. Une bonne faillite, quand tu vois la ville de Détroit qui a fait faillite, ça lui a permis de se redresser et de raser des maisons et de redonner de l'air à la nature. Ce que nous ne savons pas faire dans notre pays, on a la culture du mensonge. Ce qui est effectivement, comme il dit, est bien pire que tout. On devrait dire la vérité aux gens. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les fonciers explosent, qu'on continue inlassablement de faire monter des impôts parce qu'on refuse de laisser faire faillite des villes et un État qui est en ingérence totale. Donc en réalité, comme tu peux le voir, je te laisserai seul juge. Il y a deux argumentaires. Tu peux croire ce qu'il a dit ou croire ce que j'ai dit, puisque finalement, je te dis que j'ai fait des recherches, mais rien ne te prouve que je les ai fait. Libre à toi de croire l'un des deux protagonistes ici même qui font des affirmations, mais réfléchis une seconde et tu sauras
que les arbres ne montent pas au ciel et que donc ce qu'il dit est forcément faux, puisque lui, il sous-entend qu'en fait, la dette, c'est comme le chocolat. Mais bien sûr, si tu manges trop de chocolat et que tu es gros, je peux te dire que tu l'es pas. Du coup, tu resteras gros parce que tu te trouveras normal. Mais devine quoi, tu mourras peut-être d'une obésité morbide, ce que je ne te souhaite bien sûr pas, parce que tu continueras à manger du chocolat, parce que tout le monde autour te dira « Mais non, t'es très bien comme ça, continue à manger du chocolat. » C'est n'importe quoi. En fait, comme toute chose, tu peux en manger raisonnablement et avec intelligence, en faisant du sport de l'autre côté, parce que la nourriture, c'est comme le budget d'un État, c'est comme un livre de compte, il y a des entrées, il y a des sorties, et s'il n'y a pas d'entrée et qu'il n'y a que des sorties, c'est un problème. S'il n'y a que des sorties et pas d'entrée, c'est un problème aussi. L'objectif, c'est d'atteindre un équilibre qui permette d'être en bonne santé. C'est évident, mais ça me tue de devoir le rappeler. Alors, on parlait d'une année blanche à l'instant. Première piste. Autre piste, on va voir ça avec vous, Julia, c'est taxer les retraités dits aisés. Alors, pourquoi sont-ils visés ? Eh bien parce que le niveau de vie des retraités déjà en général est considéré comme assez élevé. Selon un rapport publié début juillet par le comité de suivi des retraites, un retraité touche en moyenne 2 270 € par mois. C'est seulement 70 € de moins que pour l'ensemble des actifs. L'INSEE indique même que récemment, leur niveau de vie a augmenté plus vite que celui des actifs. Pourquoi ? Grâce à la revalorisation des pensions calquées sur l'inflation, grâce aussi aux revenus gérés par le patrimoine. Il s'agit notamment de placements financiers ou de biens immobiliers. Pour rappel, à la fin de leur vie active, 80% des retraités sont propriétaires de leur logement. Voilà pour l'état des lieux général. Il y a bien sûr des disparités chez les seniors et le gouvernement souhaite préserver, il l'a dit aujourd'hui d'ailleurs François Bayrou, préserver les retraités qui ont des très faibles revenus. Rappelons que 11% vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, qui sont les retraités dits aisés qui pourraient être davantage taxés ? Eh bien, en janvier dernier, la ministre chargée du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, avait fixé un seuil. Il s'agirait de ceux qui perçoivent une pension de plus de 2 000 € par mois, soit près de 7 millions de retraités. Ça veut donc dire que 10 millions vivent donc en dessous de ce seuil. Alors, Anne de Guigné, aujourd'hui, François Bayrou a donné quand même quelques précisions par rapport aux retraités. Il a annoncé la suppression de l'abattement de 10% sur les revenus des retraités les plus aisés. S'attaquer comme ça aux retraités aisés qui votent majoritairement pour le camp présidentiel ou notamment pour la droite, on va dire, classique, est-ce que ce n'est pas un risque politique pour François Bayrou ? C'est un risque politique, clairement, parce que vous vous rappelez, Michel Barnier était tombé sur cette question de la désindexation, parce que non seulement donc, il va retirer la défiscalisation de 10% des retraités, et en plus, l'année blanche les touche directement avec leur pension. Exactement. Donc évidemment, c'est un risque politique, mais bon, on l'a senti venir, hein. Ça fait quand même des mois qu'on en discute. Michel Barnier avait tenté, il est tombé dessus, on en a beaucoup reparlé depuis. Les retraités, c'est vrai, sont très touchés par le budget, mais il n'y a pas que. Moi, je trouve que voilà, ils font partie des Français plutôt, restons très calmes, plutôt favorisés. C'est normal qu'ils contribuent, sachant que ce sont plutôt les actifs qui ont été défavorisés ces dernières années. Donc moi, je ne suis pas choquée par ces mesures, même s'il faut faire très attention. Vous savez, une place d'EHPAD, c'est environ 2 000 € aujourd'hui. Et l'EHPAD modeste, hein, on ne parle pas d'EHPAD de luxe et compagnie. Donc, une retraite de 2 000 €, oui, c'est beaucoup par rapport à quelqu'un au SMIC, mais si vous voulez vous payer, ça ne résout en rien la question de la dépendance. Donc, il faut faire c'est des sujets très complexes. Voilà. Oui, non, effectivement, moi je pense que dans un contexte où on va économiser 40 milliards d'euros, on va demander aux salariés de travailler plus longtemps potentiellement, enfin de travailler 2 jours fériés, sans avoir des augmentations de salaire, je pense que c'est difficile de demander aucun effort aux retraités. Donc si on économise 40 milliards, moi je trouve que c'est un petit peu trop pour être honnête, mais si on économise 40 milliards, il faut demander un effort aux retraités. Oui, vous dites retraités. Voilà, et ouais. Non mais juste pour vos chiffres, parce que peut-être que les gens n'ont peut-être pas en tête le 2300 versus 2300, on prend en compte les enfants en fait. C'est-à-dire qu'il est vrai que quand on passe à la retraite, on a un revenu moins important, mais comme on prend en compte le nombre d'enfants qu'on a au foyer, on a l'impression que c'est la même chose. Les retraites en France, c'est un énorme problème. Je te le dis, et vraiment je souhaite, et honnêtement ça fait partie des objectifs de mon travail, je souhaite vraiment que tu ouvres les yeux là-dessus. Forme-toi, lis des livres. Moi, mes formations, elles te montrent comment créer du revenu avec de l'immobilier, mais j'ai d'autres formations qui sont en train d'arriver sur d'autres sujets, hein, d'ailleurs comme l'investissement à l'étranger, les placements financiers donc en bourse et en crypto et la création d'entreprises. Bon, ça c'est encore autre chose, mais forme-toi, lis des livres, passe à l'action, parce que
tu vois bien que les années passent et ça s'effrite. Et on sait très bien que notre système de retraite, il est dysfonctionnel, c'est une certitude. Et en plus, il est problématique puisque tu as des personnes aujourd'hui qui sont vulnérables et qui en dépendent, dont on ne peut plus couper l'accès puisque pour eux, leur vie, elle est derrière. Et tu ne peux pas dire à ces gens, j'arrête de te donner de l'argent. Mais en même temps, ça pose des problèmes parce qu'en fait, le système tel qu'il a été pensé, n'a pas été pensé avec des données économiques. Il a été pensé dans un contexte qui était totalement différent, notamment celui qui a été évoqué tout à l'heure, les 30 Glorieuses, et dans une période où il y avait une euphorie, il y avait tellement d'argent qu'on s'est dit, allez, champagne, il y en a pour tout le monde, c'est moi qui régale. Sauf que, voilà, ça n'a duré que 30 ans, d'où les 30 Glorieuses, et depuis, ça n'est qu'une lente et longue décroissance. C'est comme si je t'avais donné un héritage et que tu devais vivre avec un héritage d'1 million d'euros, ce qui, sur le coup, le jour où tu l'obtiens, est un gros montant, mais que si tu l'as pour tes 20 ans jusqu'à la fin de ta vie, est en fait un montant ridicule. Et c'est exactement la même chose. Et malheureusement, on a aujourd'hui des personnes qui dépendent de ce système dont tu ne peux plus couper la dépendance puisqu'ils ne sont plus en âge d'être autonomes. Pour la plupart, parce que certains d'entre eux sont autonomes malgré tout, mais une minorité, on va quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et la réalité, elle est affreuse parce que toi, tu dois apprendre à t'en détacher tout en supportant le poids de ceux qui en ont besoin. Mais ce n'est pas le problème. En réalité, il faut absolument que tu t'autonomises vis-à-vis de ces retraites parce que, de mon sens, indépendamment du fait que tu l'aies ou pas, ça n'est pas la question, tu es à la merci de personnes comme celles autour de cette table, qui ont des pensées différentes, mais qui décideront pour toi. C'est exactement ça le problème en réalité. C'est qu'en fait, tu comptes sur quelque chose sur laquelle tu n'as aucune maîtrise. Quand on te dit tu gagnes moins à la retraite qu'en travaillant, moi je connais des gens qui sont passés de 3 500, 4 000 euros par mois parce qu'ils avaient des postes avec des horaires de nuit, etc., avec une retraite qui n'excède pas les 1 500 euros, tu vois. Autant te dire que la perte, elle est violente et que la réalité de la vie, une fois que tu es à la retraite, elle est d'autant plus injuste que tu n'as pas été préparé. Parce que le système de retraite français, il est opaque, on te donne des points, on te parle de trimestre, tout, on a l'impression que tout est fait pour que tu n'y comprennes rien. Tu ne sais pas à quoi tu auras droit, il y a des gens qui calculent, on étudie ton dossier, on est un pays d'étudiants de toute façon, on étudie tout au long de notre vie, on a des points, des machins, tout est à point dans ce pays. C'est un pays de fonctionnaires. Donc, il y a tout ce qui va avec, les anomalies et les dysfonctionnements. Moi, je me soucie de ton pouvoir d'achat, je me soucie de ton argent, il n'y a que ça qui m'intéresse et je ne le veux pas pour moi. J'essaye de te faire comprendre que si tu veux garder un confort de vie à l'âge où tu en auras le plus besoin, parce que comme elle dit, quand tu es en maison de retraite, ça coûte du pognon, mec. Si tu veux garder ta dignité, si tu veux pouvoir te payer ta dignité, tu as intérêt d'avoir du fric. Sinon, ça va être tes enfants qui vont t'essuyer les fesses. Et je pense que ta dignité avec. Donc ça, c'est toi qui vois. Mais si tu veux avoir un peu de pouvoir d'achat pour pouvoir te payer ne serait-ce qu'une dignité, occupe-t'en maintenant là. Moi, c'est déjà fait, mais toi, t'en es où ? Donc, action. Pas de réflexion, action, investissement. L'idée libre, formation, tu connais. Et vous venez de l'évoquer, je me tourne vers vous, Christophe Rameau. La suppression de 2 jours fériés a été donc annoncée par le Premier ministre tout à l'heure, donc le 8 mai et le lundi de Pâques. C'est quoi ? C'est un acquis social qu'il faut continuer à défendre coûte que coûte, ou c'est une hérésie dans le contexte économique que l'on vit actuellement ? D'abord, la suppression de jours fériés, c'est du travail gratuit, parce qu'on ne va pas augmenter les salaires en conséquence. Donc, donc voilà, bon, très bien. Donc on acte ce fait-là. On fait un surcroît d'austérité salariale. Je reviens un peu parce que sur les retraites, c'est important. Oui, mais bien sûr, mais juste sur les jours fériés. Dans les jours fériés. Il faut qu'on avance un petit peu. Excusez-moi. Bon, non, mais pas de souci. Mais sur les jours fériés, donc si vous voulez, moi, l'idée que... comment dire, dans le programme là qui est présenté, l'essentiel, c'est des baisses de dépenses. D'accord ? On a les jours fériés, en fait, de facto, c'est une hausse des impôts. Oui, ça revient à une hausse déguisée. Voilà, c'est une hausse d'impôts déguisée. Et moi, la question que je pose, c'est pareil pour les retraites, mais c'est la même chose. C'est que, en fait, là, on n'est pas dans l'équité, on n'est pas dans... Voilà, c'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui, la pauvreté a augmenté, elle bat les records, les inégalités ont augmenté. Enfin, la moindre des choses, c'est de dire, là, on va mettre à contribution, d'abord, prioritairement, et là, ces mesures sur les retraites et sur les jours fériés, ça concerne
je vous assure que ça ne concerne pas d'abord les plus riches. Ce n'est pas eux qui sont concernés par cette mesure. Donc on a une mesure très clairement d'inéquité, d'inéquité fiscale pour résoudre les problèmes de déficit qui sont réels. Mais voilà, on ne tire pas les leçons de pourquoi les déficits sont importants et on va continuer quelque part cette politique de l'offre, parce que c'est ça qui est la guerre. Je ne comprends pas comment on peut laisser quelqu'un dire autant d'âneries sur un plateau télévisuel sans vérifier. Je vais te donner des chiffres encore une fois parce que je suis un peu obligé. D'accord, on va prendre les chiffres que j'ai trouvés. Il y en a sûrement des nouveaux, mais voilà, on va partir de ce que moi j'ai trouvé avec mes recherches. D'accord, de 1990 à 2017, la pauvreté extrême a chuté. On est passé, donc en 1990, on avait 1,3 milliard de pauvres. D'accord, en 1990, on est monté à 2 milliards en 1992 et on est descendu maintenant là en 2022 à 713 millions de pauvres dans le monde. Donc en gros, le taux mondial de pauvreté est tombé de 37% à 9% sur cette période. Donc c'est-à-dire que le pic était en 1992, ok, 1,3 milliard en 1990, 2 milliards en 1992. Et depuis, ça n'a cessé de baisser jusqu'en 2022. Point hyper important. De 2022 à aujourd'hui, le taux de pauvreté stagne. Voilà. Par contre, je vais quand même le reconnaître aussi parce que j'ai quand même fait des recherches. La crise du Covid-19, d'accord, a créé des dysfonctionnements dans le monde. Et l'Asie du Sud, l'Afrique subsaharienne ont vu leur taux de pauvreté augmenter. C'est localisé et c'est lié au Covid-19. Donc voilà, je te donne les vrais chiffres. Mais si on regarde les chiffres dans l'ensemble, sur l'élément mondial, ça n'a fait que baisser. Le problème, encore une fois, c'est qu'on t'avance des arguments, il n'y a personne qui donne de contre-argument. Voilà, il dit une connerie et tout le monde se tait. Et nous, on doit l'écouter religieusement. Ah oui, le taux de pauvreté n'arrête pas d'augmenter. Mais ça sort d'où ça? Vous avez des chiffres, s'il vous plaît? Vous pouvez documenter un peu vos affirmations. Donc je le savais. Pour tout te dire, j'avais assisté à une conférence de quelqu'un qui expliquait que la pauvreté tend à disparaître. Alors, elle ne disparaîtra jamais, il y aura toujours de la pauvreté, mais c'est comme aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, les gens qui ne travaillent pas, c'est qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils ont un marché de plein emploi. Donc, à un moment donné, oui, il y a des pauvres, mais il y a des gens qui veulent l'être. Et là, tu veux faire quoi, en fait? Donc, bon, c'est encore un autre sujet, je ne vais pas m'égarer. Ici, le point, toujours le même. En réalité, on veut taper sur les riches parce qu'en fait, il y a de la jalousie et on ne supporte pas qu'il y ait des gens qui se bougent les fesses opposés à des gens qui ne font rien pour charger leur quotidien. Mais en réalité, comme le disait Einstein, c'est en faisant tout le temps la même chose et en espérant un résultat différent qu'on finit par devenir fou. Et je pense définitivement qu'il y a quand même une tranche de la population sur la planète qui est complètement folle parce qu'en fait, ils ont passé leur vie à ne jamais rien essayer pour augmenter leurs revenus, se réveillent un matin en se rendant compte qu'en fait, il était possible de faire des choses. Et du coup, la seule bonne réponse qu'ils ont trouvée, c'est de dire on va taxer tous ces gens qui, eux, se sont bougés les fesses. Alors, ok, et je peux le reconnaître, il existe des riches qui sont peu scrupuleux, qui vont avoir des comportements nocifs, mais comme chez les pauvres, en fait. Et on ne dit pas, d'ailleurs, on ne dit rien. Donc voilà, j'ai un peu du mal à comprendre ces comportements, je l'avoue, ça m'agace profondément. Alors on peut me reprocher à moi de défendre les riches, c'est vrai aussi, je peux l'entendre. Maintenant, moi j'ai toujours pensé ça. Je pense qu'un bon impôt, c'est le même pour tout le monde. Donc je ne pense pas que quelqu'un qui gagne 1 000 € par mois serait d'accord de donner 80% de son revenu. Donc pourquoi imposer quelqu'un à 80% sous prétexte qu'il gagne plus que toi? C'est arbitraire. Et d'ailleurs, je voudrais faire la remarque, la France est championne dans ce genre de comportement parce que la France, elle tire des lignes et elle met des gens dans des cases. C'est affreux de faire ça. Alors à partir de 2 500 €, tu seras un retraité riche. Pourquoi 2005? Pourquoi pas 2003? Pourquoi pas 2006? Je veux dire, si tu gagnes 2 501 €, tu es riche pour 1 €. Mais en fait, c'est débile. C'est complètement idiot. Quand est-ce qu'on aura des gens qui raisonneront normalement? Je ne comprends pas. Je veux dire, tu pourrais dire par exemple, bon, l'extrême richesse, elle est là, l'extrême pauvreté, elle est là, on a une masse au milieu qui représente la majorité, on va essayer de les préserver, on va essayer de sortir les gens de l'extrême pauvreté, on va essayer de faire participer les riches, on va discuter avec ces deux extrêmes qui sont des minorités et on va essayer de voir qu'est-ce qui serait acceptable pour les deux parties pour arriver à trouver un consensus général. Mais non, nous on tire des traits, on fout des cases et on s'étonne que les gens ne sont pas contents. C'est violent.
C'est mon opinion. Non, justement, vous parliez de ces revenus les plus riches. Alors, le ministre a évoqué tout à l'heure une contribution exceptionnelle des plus hauts revenus. Et cette mesure, eh bien, elle ne plaît pas du tout au député de la droite républicaine, Philippe Juvin. On l'écoute. Taxer les plus riches, d'abord, on le fait déjà. 75% de l'impôt est payé par 10% simplement des Français. Et deuxièmement, l'année dernière, on nous a fait le coup d'une taxe sur les très hauts revenus, vous savez, qui devait toucher 66 000 personnes. 66 000 personnes. À la fin, ça ne touche que 16 000 personnes. Tout simplement parce que les très riches, comme on dit, ils sont déjà très éreintés et très essorés. Et de toute façon, ce type d'impôt n'apportera qu'une goutte d'eau au vrai sujet. Est-ce qu'il a raison, Anne de Guigné? On pense aussi à la taxe Zuckman qui a été rejetée récemment par le Sénat. C'est une fausse bonne idée, c'est un faux de 2% sur les personnes détenant un patrimoine d'au moins 100 millions d'euros. C'était aussi une fausse bonne idée? Oui, pour moi, la taxe Zuckman est complètement une fausse bonne idée. Ça vous touchez au patrimoine, vous touchez à l'outil de travail. Mais là, sur voilà, ces deux sujets-là, François Bayrou, voilà, il ne met pas en place la taxe Zuckman. Non, bien sûr. Mais ce n'est pas une goutte d'eau, contrairement à ce dit. Mais Philippe Juvin, cette interview, c'était ce matin, je crois. Absolument. Évidemment, il n'avait pas les déclarations. Il estime à 4 milliards les revenus qui viendraient avec cette nouvelle contribution. Donc, c'est 10% quand même du total. Enfin, c'est 4,2 milliards, je crois. Donc, c'est ça. C'est pas une goutte d'eau. Donc, c'est le retour de l'ISF, tout simplement. Il faut dire les choses. C'est exactement les montants de l'ISF. Et on comprend bien la nécessité politique. C'est un budget qui va être difficile. Mais moi, je partage tout à fait l'avis de Philippe Juvin, qui est pragmatique, qui dit qu'on voit bien que vous parlez aux conseillers patrimoniaux. Il y a des projets d'exil fiscaux partout en ce moment. Alors, on peut dire que les riches sont très méchants, mais je pense que l'économie, c'est avant tout du pragmatisme. Et vous voyez, les gens partent en Italie, beaucoup, non, moins au Portugal, maintenant c'est l'Italie. En effet, c'est la nouvelle tendance. C'est la nouvelle tendance. Voilà, il y a un régime fiscal très avantageux. Oui. Il faut vraiment se méfier de ne pas appauvrir le tissu productif français. Il n'y a jamais eu autant de départs prévus que cette année. Donc, c'est l'année record de tous les départs des gens qui ont de l'argent, pour tout un tas de raisons. Je pense sincèrement que la raison principale, au-delà de la fiscalité, c'est l'absence d'avenir qui se dessine dans ce pays. Et je le dis très froidement parce que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on est dans une fuite vers l'avant où on voit des gens qui ne proposent que des mesurettes. Il n'y a pas de courage, il n'y a plus d'innovation. Et les années passent et finalement rien ne s'arrange. Et le problème qu'il y a avec la population des personnes qui ont de l'argent, dont je fais partie, on ne va pas se le cacher, c'est qu'en fait, nous voulons que les choses, elles avancent. Et ça n'avance pas. Et c'est même pas que ça stagne. On commence, enfin moi en tout cas, tu vois, j'ai un peu plus de 40 ans. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça recule depuis quelques années. En fait, pour tout te dire, depuis le Covid, pour moi, on est clairement dans une réalité qui fait froid dans le dos. Pour moi, le Covid a été révélateur d'une situation française, je ne sais même pas comment le dire, tu vois. Le Covid m'a énormément déçu. Pour moi, et je l'ai très souvent dit et je n'ai pas de problème à le dire publiquement, la seule réaction que la France aurait dû avoir vis-à-vis du Covid, c'était un truc du style, voilà, il y avait le Covid, un de nos dirigeants ou notre roi aurait dû parler et simplement dire, voilà, vous êtes le pays qui paye le plus d'impôts au monde, on ne vous confine pas. Parce qu'on a le meilleur système de santé au monde. Et donc, du coup, on va pouvoir vous soigner tout en continuant à vivre normalement, ce qui va nous donner un avantage déloyal sur tous les autres. Et c'est pour ça que vous payez des impôts. C'était la seule possibilité pour la France. Et elle aurait marqué vraiment les esprits avec une telle déclaration. Or, non seulement il s'est avéré que nous étions risibles durant cette période, désolé, mais on s'est battu pour des soutiens-gorge qui faisaient des masques, il faut quand même le rappeler, et on n'arrivait même pas à les récupérer sur le tarmac parce que notre voix ne portait nulle part. Alors, si tu t'en es pas rendu compte, à ce moment-là, tu l'as pu le voir et l'apprécier d'ailleurs à son juste titre. Mais indépendamment de tout ça, on a pu aussi surtout, et en tout cas moi j'ai communiqué là-dessus, surtout observer comment la France a répété les mêmes erreurs qu'elle répète depuis 20 ans. Et se refaire arnaquer comme elle s'est fait arnaquer avec la taxe carbone. Magnifique. Non, c'était une catastrophe, disons les choses comme elles sont. Et je pense que là, ça devient, voilà, comme je te dis, c'est risible. On ne tient plus un gouvernement, les hommes politiques, voilà, j'ai même pas envie parce que là, je serais dans la critique gratuite et c'est pas mon objectif. Mon objectif, encore une fois, c'est
de comprendre qu'une personne qui a de l'argent, elle a des solutions, elle a des possibilités. Et il y a un moment donné où on est rentré, malheureusement d'ailleurs, dans, je vais dire, une concurrence des États. Et aujourd'hui, je pense vraiment, et c'est pas quelque chose, je suis pour, alors je vais peut-être te choquer, mais moi je suis pour l'Europe. Je trouve que l'Europe c'est une bonne chose, la circulation des flux et des capitaux, si tu arrives à en tirer profit, ça peut te rapporter de l'argent. Moi je bénéficie de l'Europe, donc forcément après tu me diras, et tu pourrais m'opposer que c'est un problème d'intérêt, et c'est vrai, c'est un problème d'intérêt. Quand tu trouves un intérêt à quelque chose, ben, tu y es favorable. Bon, passons, on va mettre ça de côté, c'est pas la question. Pourtant, je vais te dire que dans la situation actuelle de la France, malgré que moi je sois pour l'Europe, je le dis haut et fort, la France devrait fermer les frontières. Elle n'est plus du tout compétitive. Et ce serait une bonne idée de dire, vous vivez en France, vous restez bloqué en France, nous ne travaillons plus avec l'extérieur, nous allons devenir autonomes. Et à ce moment-là, peut-être qu'un taux d'impôt aussi élevé n'inciterait pas les gens à partir. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, c'est une porte ouverte, d'ailleurs une fausse porte ouverte, mais passons sur les autres pays. Et du coup, tu ne peux pas t'empêcher à un moment de te dire, non mais attends, là, ça devient du délire. Et en fonction de là où tu habites, de tout un tas de paramètres, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent qui prennent la poudre d'escampette, malheureusement. Et je pense que c'est un phénomène qui va s'accélérer dans les prochaines années, notamment en France, parce que nous ne sommes plus compétitifs. Que tu le veuilles ou non, c'est la réalité. Et comme ils viennent exactement de le dire, on est dans le pays le plus taxé du monde. Taxer les riches, c'est simplement accentuer la courbe de l'affaire que je t'invite à aller voir, qui globalement résume la situation telle qu'elle, à savoir que tu peux augmenter les impôts tant que tu veux. De toute façon, les gens trouvent toujours des moyens de ne pas les payer et au final, tu n'obtiendras pas plus. Et aujourd'hui, tu n'as plus intérêt à avoir des riches qui entreprennent dans ton pays. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays dans le monde qui l'ont compris et qui essayent de les attirer, plutôt que de les faire partir comme nous, on est en train de le faire. Et crois-moi, on n'a pas du tout envie de voir la France sans ces riches, ces investisseurs et ces entrepreneurs qui aujourd'hui portent le pays à bout de bras. Et c'est un grand malheur qu'il y ait encore des gens qui tiennent ce discours en 2025. C'est incompréhensible pour moi. À quel moment tu peux croire qu'en augmentant la fiscalité des riches, ça n'aura pas des répercussions sur tous ceux qui sont plus bas? Il faut comprendre que la fiscalité, c'est un ensemble et qu'en fait, il n'y a rien qui empêche l'électricien du coin de créer sa holding et de faire des fees entre sa mère et sa fille. Donc certes, ça sera un peu inutile et je suis le premier à le dire parce que le coût du montage par rapport au chiffre d'affaires, ça peut n'avoir aucun intérêt structurel, mais dans le cadre de l'économie d'impôt, à un moment donné, le petit électricien du coin il finira par le faire. Donc voilà, bref. La réalité, c'est celle-là, c'est que à taxer les riches, eh bien, tu finis par les faire partir. C'est tout sauf ce que l'on veut voir, d'autant que, comme ils viennent de le dire, aujourd'hui l'Italie, elle est en train de mettre une politique fiscale intéressante pour les gens qui ont de l'argent. Et conclusion, il y a des gens qui y vont. Et regarde, tout le monde te parle de Dubaï, mais pourquoi? Les impôts et tous les pays qui ont une fiscalité attractive attirent les gens qui ont de l'argent. Et plus il y a de gens qui ont de l'argent, plus il se passe de choses dans le pays parce que encore une fois, les locomotives, les créateurs, les constructeurs, bien, ils créent de l'emploi, ils créent de la richesse. Et il y a les pays qui l'ont compris et malheureusement les pays qui ne l'ont pas encore compris. J'espère dans les prochaines années, notamment pour les prochaines présidentielles, que ce sera un enjeu et notamment un sujet qui sera compris par certains des participants, partis, je ne sais pas comment il faut dire parce que je ne regarde même pas ce truc-là. Je ne regarde pas le couronnement, hein, tu m'excuses, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, j'espère que les challengers parleront de ce truc-là. Voilà. Mais je l'espère pour vous. Alors, vous l'évoquez justement, vous dites un budget difficile. Il y a déjà eu beaucoup de réactions politiques à la suite de cette allocution de François Bayrou. Le Rassemblement national, notamment, qui menace déjà d'une motion de censure si ces 2 jours fériés sont maintenus. Je me tourne vers vous, François Gérolf. Est-ce que François Bayrou risque concrètement une motion de censure à l'automne, au moment de la discussion budgétaire, comme c'était le cas pour son prédécesseur, Michel Barnier? Oui, en tout cas, on demande des sacrifices à l'ensemble des Français, là aux travailleurs avec les jours fériés, et puis dans le cas des retraites, parce que ça avait été la ligne rouge précédente du RN sur les retraites, donc ça ferait 2 raisons pour déposer une motion de censure et la voter. Mais après, je ne suis pas dans les petits papiers du RN. Dans l'idée, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est vrai, depuis cette censure de Michel Barnier, alors là, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est maintenant, est-que finalement cette instabilité politique, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise pour le climat économique? On l'a vu, souvent les politiques nous disent qu'elle n'est pas bonne du tout. Non, je pense que c'est une mauvaise chose de manière générale pour les entreprises d'avoir une incertitude fiscale. Ils ne savent pas à quelle sauce, en gros, ils vont être
manger dans le futur. Donc, ils veulent savoir, effectivement, pour déclencher des projets d'investissement, qu'est-ce que va être la fiscalité dans 10 ans. Mais ça, malheureusement, je ne vois pas vraiment de solution. Enfin, je pense que l'instabilité politique, elle est là pour durer. Oui, mais comment dire, le rôle d'un gouvernement, c'est d'apporter de l'horizon, de la stabilité. Là, on a un gouvernement qui insécurise, qui joue la carte, ça c'est grave, je pèse mes mots, qui joue la carte de la menace d'attaque financière, qui l'alimente quelque part, alors qu'elle n'existe pas aujourd'hui. Il faut savoir que, qui dit dette, il ne peut pas y avoir de dette sans créance. Si la dette publique elle a augmenté en France, mais c'est parce que l'épargne des ménages a augmenté. Et donc, on a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, les plus riches ont beaucoup de temps, ils ont plus épargné, et donc ils ont acheté, les riches ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont payé moins d'impôts, ils ont acheté des titres d'emprunt public mieux rémunérés. Mais donc, vous voyez ce que je veux dire, là on a un gouvernement qui crée de l'insécurité. Je ne sais pas où ils l'ont trouvé lui, mais il me régale. Un riche, ça n'épargne pas. Ça n'a aucun sens en fait. Un riche, ça investit. Donc, bref, est-ce que j'ai besoin de faire des recherches ? Non, c'est dans la question. Par contre, ce qui est vrai, et ça c'est vrai, il joue de la peur du défaut de paiement. Il joue de la situation. Et ce qui est vrai aussi dans ce qui vient d'être dit, c'est une réalité. C'est que le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, s'ajoute à la pression fiscale l'insécurité fiscale qui crée un climat de tension qui n'est pas favorable au développement économique de n'importe quel pays. De toute façon, c'est quoi le principe d'un entrepreneur et d'un investisseur ? Parce que ce sont finalement deux activités qui se rejoignent. De mon point de vue, ce sont les versants d'une même pièce, les deux versants d'une même pièce. La réalité, c'est que tu investis et tu entreprends dans un pays stable. Parce que ce qui crée l'argent, c'est la confiance. Or, aujourd'hui, la confiance est rompue. D'abord parce que ça fait 50 ans qu'on entend et qu'on nous rabâche qu'il y a une crise, qu'on a de la dette, que nos budgets ne sont pas équilibrés. Ça fait 50 ans qu'on assiste à un marasme politique sans nom qui est, j'ai envie d'en parler rapidement sans rentrer dans les détails, mais bercé entre les affaires judiciaires de nos dirigeants, bercé entre les idées toujours saugrenues et farfelues de nos dirigeants, mélangé avec les nouvelles taxes et impôts qui n'arrivent jamais, qui ne s'arrêtent jamais de fleurir et de pousser de toutes parts, avec un millefeuille administratif qui devient, de toi à moi, infernal, une population qui s'interroge sur le travail, parce qu'effectivement, et je les comprends, quand tu travailles pour 3000 balles, mais qu'il t'en reste 1005 et que sur les 1005, tu payes l'impôt sur le revenu, effectivement, la question du travail, elle se pose en fait. Tu travailles pour rien. Quand tu vois que dans d'autres pays, tu as des salaires à 70 000 euros par an, 120 000 euros par an, et pas des boulots de malade, des boulots de base avec ce type de revenus. Alors ok, oui, ce que le français moyen répond toujours, ah oui, mais il n'y a pas la sécu, il n'y a pas l'école gratuite. Enfin, il y a un moment donné, le disque il est rayé, et le vrai problème, c'est que tout ça mis bout à bout fait partir d'un côté les locomotives, et quand je parle des locomotives, je parle des personnes qui vont créer des entreprises, de l'emploi, de la richesse. Cela se barre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et de l'autre côté, ça attire une population qui, elle, n'est pas là pour travailler, et à juste titre, parce que notre niveau de cotisation, notre niveau d'aide sociale crée en fait un déséquilibre entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Alors moi, je ne suis pas pour la suppression de tout ça. Je vais peut-être te surprendre parce que je pense que l'idée était bonne. Elle est simplement mal employée, mal exécutée. Je pense aussi que, comme je l'ai dit, il y a un millefeuille administratif, un millefeuille de fonctionnaires, soi-disant, et comme toujours d'ailleurs, nos politiques interviennent en disant, parce qu'il faut justifier de leur salaire, on va simplifier, mais à chaque fois qu'ils simplifient, ils compliquent. Il n'y a qu'à voir sur quelque chose que je connais bien, dans l'immobilier, les programmes neufs, ils devaient simplifier les procédures pour pouvoir sortir un programme neuf de terre, parce que ça prenait 5 ans. Conclusion, après leur intervention, ça prend maintenant 7 ans. Donc c'est pour dire que, en fait, je pense que le principal élément que nous partageons tous autour de cette situation, c'est qu'en fait, on n'est pas capable de dire
Si on est face à un complot de gens super intelligents qui nous manipulent, ce que de toi à moi je préférerais, ou si ce sont des demeurés qui bougent des manettes au hasard pour voir un petit peu comment ça réagit. Et tu me diras qu'entre les deux, il y a quelque chose, et sans doute que tu as raison. Je pense qu'il y a des enjeux qu'on ne maîtrise pas et qui, j'espère, justifient certains des comportements que nous constatons tous. Mais la réalité, c'est qu'on est un peu désemparé dans la situation dans laquelle on se trouve parce qu'au final, pour nous, utilisateurs du pays de la France, ça ne fonctionne pas. Donc moi, encore une fois, au bout de tout ça, on arrive à la fin de cette émission et comme moi, tu as entendu les mesures, etc., je vais commencer par te dire ce que je pense. Je pense qu'en réalité, 2 jours de plus ou de moins, ça ne changera rien. Je pense que de toute façon, les gens comme moi qui sont à leur compte, moi, je m'en fous en fait. Je prends les jours que je veux dans la semaine. Donc, moi, les jours fériés, si j'ai envie de travailler, je travaille. Et si j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Donc, ça sera toujours les mêmes qui vont payer. Je pense qu'en réalité, l'écart se creuse non pas par rapport au fait qu'il y ait des pauvres et des riches, mais simplement par rapport au fait qu'il y ait des gens qui investissent et qui se prennent en main et d'autres personnes qui se laissent porter parce qu'ils font confiance à maman État. La décision t'appartient. Moi, je ne suis pas là pour te dire, tu fais ce que tu veux. En fait, nos vies nous appartiennent. Et moi, mon rôle, c'est simplement d'essayer de te faire prendre conscience que tu es en mesure, dès aujourd'hui, de changer ta vie financière de manière drastique. Et que même si tu achètes mal un appartement, le fait d'avoir acheté un appartement t'apportera plus d'argent dans ta vie que de ne pas l'avoir acheté. Et c'est pareil si tu investis dans les crypto-monnaies, c'est pareil si tu investis en bourse, et c'est pareil si tu crées ta boîte. Peu importe ce qui va se passer, ça amènera tellement de bonnes choses dans ta vie que sur le moyen long terme, tu ne pourras plus arrêter de le faire. Donc, fais-le. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu dois prendre conscience que malheureusement, de mon point de vue, tu ne peux pas faire confiance en l'État sur certaines prises de décision qui pourtant prendra ces décisions. C'est ça le pire en fait. J'ai bien conscience que je suis en train de te partager un paradoxe, mais c'est-à-dire que tu dois savoir que l'État prendra les décisions qu'il devra prendre quoi qu'il arrive. Et toi, dans tout ça, personne, je dis bien personne, ne se souciera de toi. C'est-à-dire que s'il décide de réduire ta retraite la veille du jour où tu vas la prendre, eh bien le jour où tu prendras ta retraite, si c'est la moitié moins, tu auras la moitié moins. Si c'est le tiers de ce que tu aurais dû avoir, tu auras le tiers de ce que tu auras dû avoir. La seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que pendant que tu en étais capable, tu auras fait ce qu'il faut pour que le jour où la décision sera prise, parce qu'elle sera prise, et je ne sais pas dans quel sens. Moi, je souhaite qu'on augmente tes retraites du double de ce que tu devrais avoir. Moi, je souhaite que la retraite que l'État te donnera, elle sera de 4 000 € au lieu de 2 000. Mais je ne sais pas si ça arrivera. Et dans le doute, je souhaite que tu aies investi pour que tu ne sois pas déçu. Pour que le jour où tu prendras ta retraite, tu ne sois pas le bec dans l'eau à te dire « Merde, je vais devoir continuer de travailler parce que ce qu'on me donne là, ça ne me permet pas de vivre. » Et moi, je l'ai toujours raconté, je n'ai pas de problème à le raconter. Ma grand-mère du côté de mon père, elle n'avait pas une retraite décente. Elle encaissait 700 € par mois et elle vivait avec ça. C'était douloureux pour moi de voir ça. Et je m'en rappelle encore. Et je pense que nombreux sont ceux qui se retrouveront avec 700 €. Et contrairement à ce qu'on a dit dans cette émission, tu peux acheter des actions, tu peux changer ta vie financière. Donc fais-le tant que c'est encore possible. C'est ce que je te souhaite. Et j'espère que cette série d'émissions te fait réfléchir à tout ça parce que c'est la réalité dans laquelle on vit. Et comme je te le dis, je pense que ça va continuer comme c'est actuellement et qu'on va vivre avec cette situation jusqu'à ce que ça implose et ça s'effondre. Quand, je ne le sais pas, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être demain, peut-être je ne sais pas quand. Mais en tout cas, ça arrivera un jour. En attendant, le temps qui reste, c'est le temps qu'il te faut pour mettre en place les actions nécessaires pour que, grâce à tes investissements, tu aies déjà une retraite décente, mais surtout, tu aies un quotidien qui soit plus doux, plus intéressant, plus joyeux que ce que tu as aujourd'hui parce que l'État ne se soucie que de te prendre de l'argent, pas de t'en donner en plus. C'est tout. Tiens-toi-le pour dit. À partir de là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Je t'accompagne sur tes projets. Tu peux même réserver un coaching avec moi et on travaille sur ta situation. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!